Bienvenue sur Sud Radio, c'est l'heure du MAG sur notre antenne jusqu'à 20h45, jusqu'à l'avant-match de cette rencontre ce soir entre Clermont et le Stade Rochelais. On est avec toute l'équipe Sud Radio Rugby et on a vibré durant cette troisième journée du Top 14, durant ce multiplex avec Quentin Cabanis qui est toujours là, toujours en forme ou pas, Quentin? Écoute, oui, écoute, tout se passe bien. On a vu des beaux matchs, on a vu quand même quelques gifles. Quand même dans ce multiplex en termes de score et en termes de gifles, ça a giflé. Il y avait un petit peu de pression. On sentait qu'ils n'avaient pas envie que ce soit la Coupe du Monde tout de suite. Ouais, on est avec Adrien Badi aussi. On est avec vous au 0826 300 300 et sur le chat de la chaîne Twitch Sud Radio. Venez poser vos questions. On fera gagner. Tiens, on va faire gagner un livre dans un instant. On va en parler. Mais d'abord, on accueille Julien Thomas. Julien, rebonjour. Comment ça va? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Très très bien. Alors, si vous n'étiez pas avec nous pour le match entre Oyonnax et le Stade Toulousain 21-27, sachez que Julien Thomas, est-ce que Rory Grice il jouait bien, donc du coup Julien Thomas, on a un petit doute là. Rory Grice c'était sur le terrain. Voilà, merci Julien. En première mi-temps pour Alexandre Priard, mais en seconde période c'est pas ça performant parce qu'il a mis quand même un doublé. C'est pas ça le plus important à rappeler. Il faut quand même surtout rappeler que Julien Thomas avait souhaité la victoire du Stade Français face au MHR. Et c'est ça le plus important. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Alors que Philippe Spanghero, lui, t'embrasse. Bien déjà on va le saluer. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonsoir messieurs. Est-ce qu'on pourra faire une parenthèse sur mes pronostics des derniers jours? On les a pas notés parce qu'en fait on est tellement habitué à les noter puis les mettre à la poubelle que finalement on n'en a pas le souvenir. Même plus. Le respect est vraiment plus là. Eh bien c'est fâcheux. Ouais. Parce que je fais un très gros début de saison en termes de pronostics et je suis plus le chat noir que j'ai pu être ces dernières saisons. Mais t'inquiète, personne ne pense ça. Personne ne pense ça. Tu vas retrouver le statut. C'est quand même un peu embêtant. Mais tu sais que personne ne pense ça, évidemment. Comment s'est passée la séance de dédicace à Montauban, Philippe Spanghero? Écoutez, pas mal. Et puis cet après-midi à Toulouse, alors c'est super de pouvoir parler rugby avec beaucoup de passionnés parce que forcément on est dans une région où le rugby a une place particulière. Et oui, et tiens, on va parler de rugby justement aussi à 19h40 avec des invités, 19h45 avec Grégory Le Thor, journaliste du côté de Pau, et puis avec Philippe Calambrin, un Toulousain, voilà, un Palois et un Toulousain qui ont signé ce très joli livre. Le livre officiel d'ailleurs de la Coupe du Monde de rugby, vous pouvez le voir sur la page Twitch Sud Radio. Voilà, je le mets devant le visage. Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987, c'est le livre officiel. Et voilà, nous l'avons reçu. Super journaliste, effectivement. On l'avons parcouru et on va vous l'offrir sur Twitch. Voilà, on va vous l'offrir sur Twitch d'ici 20h. Il sera à gagner sur Twitch. C'est un très beau livre. Il est joli. Si jamais j'ai une petite place dans la bibliothèque. Il est costaud. Les images sont absolument splendides. Et on parle des plus grands matchs. Tiens, je viens d'ouvrir une page. Ça va vous rappeler quelque chose. Angleterre, Nouvelle-Zélande en 2019 au Japon. Voilà, je pense que ça c'est dans les mémoires de tout le monde. C'était exceptionnel. Voilà, je le remonte ce magnifique livre aux éditions Marabout. C'est à gagner à partir de 19h, enfin dès maintenant jusqu'à 20h pour remporter ce livre Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987. Quentin Cabanis. Je crois qu'on a un homme en colère. On a un homme en colère, effectivement. On va rappeler les résultats du multiplex, Quentin Cabanis. Exactement, le multiplex, donc avec le succès du Castres Olympique face à Bayonne 37-0, la victoire du Racing 92 59-10 face à l'USAP. La section paloise a battu Lyon 40-10 avec un 30-0 infligé en seconde période. Et la victoire du Stade Français face au MHR 24-9. Effectivement, et donc ce score monumental entre le Racing 92 et l'USAP est quand même terrible à voir, 59-10. On rejoint tout de suite Vincent Panabillard de la Peña Trabucaire. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. C'est un homme blessé aujourd'hui, un supporter, un fervent supporter, un des plus grands supporters de Perpignan et tu draines avec toi d'ailleurs et avec cette Peña bien les plus grands supporters de l'USAP aujourd'hui. C'est un jour sombre pour l'USAP, 59-10 du côté donc de l'Île-de-France, mais c'est un début de saison plus largement catastrophique. Catastrophique de A à Z, 3 matchs qu'on peut résumer en un mot, le néant. J'avais eu de l'empathie, on va dire, après le premier match, en me disant les mecs sont passés à côté, dans l'envie sur certains trucs, on est passé à côté sur les fondamentaux, la touche qui a pas fonctionné, la mêlée qui était moyenne. Je me suis dit ils vont rectifier le tir sur les deux matchs suivants. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la défaite au Racing égale les 2 défaites historiques qu'on avait fait avec 49 points d'écart.
Donc ça fait partie, ça rentre dans le top 3 des défaites historiques de l'USAP cet après-midi. Et au-delà, en fait, au-delà du fait qu'il manque des internationaux, moi pendant le match, on essayait de se rassurer en se disant, allez les gars, vous inquiétez pas, au retour de la Coupe du Monde, on a 10 mecs qui reviennent, plus 2-3 qui sont blessés, voilà, ça va le faire, on va relever la tête, ça va passer. Mais au-delà de ça, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir donné l'opportunité finalement à des mecs qui étaient là pendant 3 matchs, sans les internationaux, sans les titulaires. Et en fait, ces gars-là, on peut pas compter sur eux. En fait, c'est un peu ça finalement la conclusion de ces 3 premiers matchs. C'est-à-dire qu'en fait, on a des joueurs aujourd'hui sur qui on peut pas compter. En fait, on a un groupe où on va avoir, comme la saison dernière, 25 mecs de qualité qui vont, je pense, tenir la baraque. Des victoires, on en fera quand Lam, Faso et compagnie vont revenir. C'est sûr qu'on va en gagner des matchs, c'est clair. Mais en fait, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que des mecs comme Moroir, qu'on a voulu prendre Joker Coupe du Monde, catastrophique, il a été nul sur les 3 premiers matchs. Moreau, ça fait 2 ans qu'il est là, c'est le mec le plus solide de l'équipe, il avance pas d'un centimètre. On se pose des questions en fait sur ce genre de joueurs. Et sous prétexte qu'ils sont gifs, les mecs ils sont pros. Mais franchement, ils n'ont pas le niveau, sincèrement, ils n'ont pas le niveau de club de Pro D2. Alors nous on les prend, mais parce que voilà, c'est le marché qui veut ça. Et on se rend compte que quand on enlève nos cadres, ben voilà, on devient une équipe plus que moyenne. Et je pense que sincèrement, l'équipe qui avait à l'USAP cet après-midi, on joue pas à la qualif en Pro D2. Mais c'est sûr et certain que quand nos internationaux vont revenir, on pourra jouer largement le maintien en top 14. C'est ça qu'il faut se dire. Mais aujourd'hui, on a eu une période de 3 matchs où on avait des joueurs qui avaient l'opportunité de saisir leur chance. Et en fait, c'est le néant. Et c'est ça qui est terrible. Si je te suis bien, Vincent, auditeur Sud Radio, Vincent Penabière, patron de la péniatre Bouquer à l'USAP. Là, si je te suis, Franck Azema, donc qui est arrivé pour coacher cette équipe de Perpignan, il peut déjà écrémer son groupe là. Je pense qu'il va falloir faire des impasses. En fait, c'est aussi simple que ça. Non, mais est-ce que Perpignan va avoir la mesure de faire des impasses cette année ? Oui, en fait, je pense que quand on ira à Toulouse, quand on ira à La Rochelle, sur les fameux matchs, la longue série là où il y a plus de 10 matchs, 15 matchs avec la Coupe d'Europe consécutive. Voilà, on sait très bien qu'il va falloir envoyer notre grosse équipe pendant 4 matchs. Ensuite, faire une impasse. Ensuite, il y a la Coupe d'Europe qui va arriver. Il faut envoyer l'équipe C. Voilà, pour reposer les titulaires. Et en fait, c'est comme ça qu'il va falloir procéder tout au long de la saison. Quand on va à La Rochelle, on envoie la C. Quand on va à Toulouse, on envoie la C. Quand on va au Stade Français, on envoie la C. Et terminé. Et en fait, il faut se concentrer sur les... du coup, il reste plus que 12 matchs à domicile, plus les 3-4 matchs qu'on va jouer à l'extérieur chez des concurrents directs. Mais à part ça, en fait, il faut se dire qu'on a un effectif qui, je pense, en fait, ne sera pas capable d'aller batailler sur tous les terrains. Moi, en fait, non, c'est un recrutement manqué. C'est le recrutement, il est déjà à mettre à la poubelle là. Non, je pense pas, parce que dans le recrutement, il y en a 4-5, sur les 10 mecs qui manquent, il y en a 6 ou 7 qui sont à la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que les vrais bons, les vrais gros joueurs, ils arriveront après la Coupe du Monde. Et donc c'est pour ça, nous on croise les doigts que les Samoa se fassent sortir au premier tour, que l'Italie se fasse sortir au premier tour, et que les Sudaf qui passent pas les quarts de finale. L'Argentine aussi avec Oviedo. Avec Oviedo, avec Ruiz, avec De La Fuente, avec Faso, avec Lam. Voilà, c'est tous ces mecs là que je viens de citer, c'est des mecs qui vont être titulaires ou dans les 23 à coup sûr. Donc l'USAP aura un autre visage, c'est clair. Mais en fait, ce qui est vraiment, moi, ce qui me rend fou, c'est les attitudes sur les 3 premiers matchs. J'ai voulu être, dire voilà, les mecs sont passés à côté sur le Stade Français, mais touche aujourd'hui, enfin en mêlée aujourd'hui, on fait 4 sur 12. Quand même. Ouais. Je veux dire, 4 sur 12 en mêlée, on fait 3 sur 7 en touche. Le Stade Français, n'en parlons pas, le premier match, on perd 7 ou 8 touches. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pas une question que d'avis, c'est une question de, on fait que des 3e blocs, les mecs qui sautent pas. C'est un sketch, c'est un sketch. On recrute un mec, moi, il y a un copain à moi qui le connaissait avant, un Moroir, il me dit, on a recruté, c'est Pizza Lellart. Et le mec, il arrive, 3e bloc, il n'y a pas un mec qui saute, mais c'est un sketch. On se demande ce qu'il fout sur le terrain ou ce qu'il fout dans l'entraînement. Alors voilà, on fait une super fin de saison l'année dernière, je pense qu'il faut pas ni jeter les coachs, je leur en veux pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est juste des mecs. En fait, il faut juste accepter que l'USAP, là, sur ces 3 premiers matchs, on savait qu'on allait prendre 0 points. Peut-être qu'évidemment, les coachs vont dire que non. Mais notre seule et bonne nouvelle de ce début de championnat, c'est que Bayonne est à 5 points et Oyonnax est à 4 points. Voilà. On s'arrête là. Et ça, c'est notre seule bonne nouvelle de ce début de championnat, de ne pas être largué en étant nul après 3 matchs. Voilà, et on se dit que si on tape Pau et Toulon à la reprise, on sera dans le bon wagon et on reviendra tranquillement. Mais heureusement que les autres gagnent pas, parce que là, si Oyonnax qui battent la C de Toulouse et Bayonne là, ils vont gagner à Toulon de justesse, ils perdent. Heureusement, on s'en sort moindre mal en fait. Ouais. Reste avec nous évidemment, Vincent. Félix Fanguero,
est-ce que là, il faut déjà tirer la sonnette d'alarme à Perpignan? 0 pointé, et je suis désolé, on va aller tout petit peu dans le détail. Hein, désolé pour toi, Vincent, mais aujourd'hui c'est 59 points pris. La semaine dernière c'est 38, et la semaine d'avant c'est 29. Quoi. Ils sont à déjà moins 95 de différence en termes de points en 3 matchs. En 3 matchs, c'est quand même. Est-ce que là, c'est déjà alarmant, Philippe? C'est plutôt alarmant sur le contenu au-delà du plan comptable, parce que on pouvait attendre une réaction quand même au Racing. Alors après, de là aller s'imposer, c'est autre chose. Mais là, l'ampleur du score et les attitudes individuelles montrent qu'il n'y a pas eu d'électrochoc suite aux 2 premiers matchs. L'inquiétude, pour moi, elle vient du fait que Oyo est quand même très en place, et on sait que Perpignan, malheureusement, est toujours dans une bataille pour le maintien, et malgré les internationaux et les absents, je trouvais que ce recrutement de joueurs habitués quand même au top 14 était cohérent sur le papier pour gérer ce début de saison. En tous les cas, là, c'est compliqué. On sait que ce championnat est très dense. Et ok, sur le plan comptable, Perpignan ne décroche pas vraiment de Bayonne et d'Oyo pour l'instant. Bayonne joue le maintien avec Perpignan, est-ce qu'on est sûr de ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Vincent en disant, heureusement, pour l'instant... Bayonne, ils ont la Champions Cup à jouer, ça va être compliqué d'enchaîner tous les week-ends pendant 3 mois quand même. Hein. Oui, mais enfin, Bayonne, s'il faut qu'ils lâchent vite la Champions Cup, ils lâcheront, et ils ont un effectif pour pas jouer le maintien. Non, mais bien sûr. Moi, mon vrai sujet, c'est la bataille en bas de classement. Elle est avec qui cette bataille, Philippe? Sans doute. Sur le papier, elle est avec Oyo. Et c'est tout pour l'instant. Oyo, pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout, puisque on avait un point d'inquiétude quand même concernant la section, parce qu'on savait que c'était une période de reconstruction pour la section qui avait démarré la saison dernière. Ils avaient perdu beaucoup de joueurs importants. Et puis là, ils ont reperdu à nouveau Jordan Joseph, qui était un élément important du dispositif devant. Donc, on avait quelques inquiétudes concernant la section, mais qui démarre très bien, qui a mis à profit cette période sans internationaux pour une partie de leurs adversaires. Et donc, quand on voit le niveau de jeu de Pau, pour moi, Pau, pour l'instant, est pas dans ce wagon-là. Donc, c'est clairement, sur le papier, encore une fois, entre Perpignan et Oyo que ça semble se jouer, même si, je le répète, on sent qu'Oyo a bien pris le train de ce top 14. Ils passent de peu à côté au Stade français. Ils assurent leur premier match à domicile contre Clermont. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manque de réalisme, et on voit le manque d'expérience à ce niveau-là qui leur fait défaut contre Toulouse. Mais je trouve Oyo très sérieux, différent de ce que propose Perpignan depuis le début de la saison. Avant d'aller vers Julien Thomas, Vincent, je me rappelle des mots de Franck Azema à l'issue du premier match, donc face au Stade Français Paris. Il répond à Rémi Ruggiero, notre journaliste sur place. Il dit à Rémi, non mais tu me demandes ce qu'il y a, mais il y a rien, il y a pas une action. On marque un essai c'est un essai de pénalité. Il y a rien pendant 80 minutes, on plaque pas. Il y a rien. Aujourd'hui, il y a quoi à Perpignan? Il y a quoi aujourd'hui de Perpignan au Racing 92? C'est le même constat. Ah oui, en fait, moi, je réagis sur 2 choses. En fait, je me dis aujourd'hui, on peut rien faire à partir du moment où on n'a pas de conquête. Quand on se fait retourner en mêlée tout le match et qu'on prend pas une balle en touche, les mecs derrière, ils 4 ballons perdus en mêlée, 15 pénalités contre l'USAP, c'est un sketch. 70% de plaquage réussi. Ah, c'est ridicule. Non, mais c'est ridicule. Je partage, je dis pas le contraire. Le seul truc, c'est que, juste pour rebondir, donc ça, après, l'USAP, c'est catastrophique. Là, en début de saison, on le sait. Voilà, le seul truc qui nous sauve, c'est que il y a la coupure de la Coupe du Monde, et il y a 9 mecs qui vont revenir, ils vont tous être dans le groupe. Voilà, c'est la seule chose qui va nous sauver. La seule chose que moi je veux réagir, je rebondis sur Oyo. Oyo joue avec l'équipe qui a été championne de Pro D de l'année dernière, donc ils ont très peu de mouvement. Très peu de mouvement. Ils ont aligné 3 fois la même équipe. Voilà, je pense qu'à un moment donné, ça va coincer physiquement. D'ailleurs, la preuve, ils perdent, ils prennent même pas un point contre la C de Toulouse. Ça reste Toulouse, mais bon. Ça quand même. Non, ils en ont pris 0, ils en ont pris 4. Ils ont battu Clermont, qui vaut rien, Clermont, et voilà. Clermont, cette année, sur 2 doigts de jouer le maintien. Si on se réveille un peu, Clermont, c'est catastrophique, Clermont. Moi, nous, on l'a vu la semaine dernière contre l'USAP, première mi-temps, ils sont nuls, Clermont. Ils marquent des essais parce qu'on leur fait l'interception, parce que l'USAP, ils baissent les bras pendant 20 minutes. Donc le seul problème, c'est la Coupe du Monde, Vincent.
Moi, enfin, je dis pas que c'est le seul problème. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que avec la Coupe du Monde, ça ira mieux. Voilà ce que je dis. Et après, le seul truc que je dis aussi. Donc tu gardes de l'espoir. C'est qu'aujourd'hui, moi, je regarde la compo qu'on avait ce soir au Racing. Je sais que le match de Pau, je peux vous assurer qu'il y en a au moins 10 qui y seront pas. C'est ça la réalité. Donc, je suis pas en train de trouver des excuses. La seule chose que je dis, c'est que ces 10 qui y seront pas, c'est 10 mecs sur qui on peut pas compter. C'est ça, en fait, le problème. C'est 10 mecs sur qui on peut pas compter. Donc ça, c'est compliqué. Après attends, voilà. je reprends la compo quand même, Vincent. Elle est pas non plus ridicule, quoi. Enfin, Xavier Tchoki. Si tu veux. Bah vas-y. Tchoki, c'est catastrophique. C'est un nom. Il vaut plus rien. Ça fait 3 mois qu'il avance pas mêler. Il est nul, franchement. Lui, c'est Moroir. C'est parce qu'il est en top 14, mais il s'est pas lancé un ballon en touche. Rolossé, bon, moi, disons que je l'exempte un peu parce qu'il vient d'arriver. Voilà, il a une l'autre blessure. Je pense qu'il fait ses matchs quand même. C'est moyen, mais bon, voilà. Moreau, c'est que non, il avance pas d'un centimètre, il fait 130 kilos, le mec il va percuter, il fait du surplace, quoi. C'est une honte. Après, bon, Petit Vélard qui fait ses matchs, Sobela, heureusement qu'il est là. Bachelier, malheureusement, il est en dedans complet. Voilà, moi si tu veux la compo je te la fais, Tetrashvili, Lam, Cesarelli, les piliers de l'Italie, seconde ligne Ori, international sud-africain, avec Tulagi qui était sur le banc, troisième ligne Oviedo, Faso, Galutier, il n'y en avait aucun qui était. Voilà, le 8 de devant, il n'y en a aucun qui était titulaire. Derrière, par contre, quand même, Ecochard, McIntyre, Crossdale, Delivalou, Acebes, Dubois, Dupichot. Il manque de la Fuente, il manque de la Fuente, vraiment. Après tu gagnes aucun duel, tu gagnes ni en attaque ni en défense, tu perds tous tes duels, tu perds tes duels en attaque, tu perds tes duels en défense, tu te fais manger, donc forcément, tu es toujours sur le reculoir. C'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où devant, tu n'avances pas, où tu n'as pas un ballon propre, mais derrière, les mecs, ils sont en marche arrière, ils savent pas quoi faire, ils se font des passes entre eux. Après, il faut regarder les compos qu'on a fait. On a fait 3 compos derrière, 3 fois différentes. Donc, comment tu vas avoir des automatismes? C'est très compliqué aussi. Un coup, on met Acebes, un coup, on met Barak, un coup, on met... Il tâtonne, la Franck Azema? Pardon? Il tâtonne, la Franck Azema? Encore? Je pense que sur le premier match, il a voulu aligner beaucoup de recrues, mais il s'est rendu compte que c'était peut-être une erreur. Du coup, deuxième match, il switch. On voit que ça va mieux en première mi-temps, mais derrière, voilà, on craque. On passe à côté en deuxième. Et voilà, c'est compliqué. Quand on n'a pas de conquête, tu peux pas gagner un match. Quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Pas de mêlée, pas de victoire. Et les Anglais ils le disaient très bien. Et là, c'est pas de mêlée, pas de touche. Alors là, c'est double peine. Donc c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de mêlée, pas de touche. Si on règle ça, franchement, je vous le dis, j'ai l'impression de voir la même début de saison que l'année dernière. Et sauf que l'année dernière, on avait joué à Pau et on avait reçu Brive. C'est ça le problème. Là, aujourd'hui, on a reçu le Stade Français, on a fait Clermont et le Racing à l'extérieur. Donc, c'est catastrophique. Mais malgré tout, le calendrier, disons qu'on passe un peu entre les gouttes grâce à ça. Mais moi, je vous dis, il y a le Stade Français, si on prend n'importe qui, on perd. Donc, dans notre malheur, c'est un bonheur de prendre le Stade Français, quoi. Si on avait chopé Pau, Bayonne, je sais pas qui, il serait venu nous taper. Mais Gérald, c'est ça le problème. Oui. Donc, et c'est ce qui s'est passé exactement l'année dernière. Et on s'est traîné toute la saison, cette défaite de Brive, qui était venue en plus mettre de bonus offensifs. On s'était traîné toute la saison. Là, il faut se dire une chose, c'est qu'on a la chance que nos internationaux reviennent au bout de 3 matchs, alors que l'année dernière et l'année d'avant, ils arrivaient au bout de la 8e, 9e journée, parce que notamment les Argentins, ils ont le Four Nation, après ils ont les tests d'automne, ils reviennent de 2-3 matchs, et voilà, c'est ça le truc. Donc bon, je dis pas que je trouve aucune excuse. La seule chose que je dis, c'est que les mecs qui étaient aujourd'hui sur le terrain, on peut pas compter sur eux. Voilà, rideau. C'est tout. Et au final, les titulaires, on va dire les Tuilagi, Degmash et tout ça, quand ils sont rentrés en deuxième mi-temps, voilà, ça allait mieux. Oui. On fait quand même globalement 25-30 minutes, pas dégueu, on va dire, quoi. Voilà, moins pire que la première, en tout cas. Et Vincent, donc, on a Guigui sur Switch qui nous dit le départ de Teder a peut-être aussi fait un petit peu de mal à cette équipe de l'USAP. Et en fait, je pense qu'il a fait surtout du mal à McIntyre. C'est ça qui est vraiment bizarre. Oui, parce qu'il a plus de concurrence. Il est catastrophique, alors qu'il a été magique la saison dernière, dans une confiance incroyable. Alors peut-être que l'arrivée de Tommy Allan, voilà, peut-être que ça va lui refaire du bien. Le fait de jouer avec 2-10 sur le terrain, je sais pas, peut-être que ça va lui faire du bien sur ça. Mais aujourd'hui, c'est un fantôme, quoi. Le mec, c'est fantomas. Je comprends pas. Où il a laissé, je sais pas, il a laissé son mental en vacances. Donc, heureusement, dans ce malheur, au final, le fait d'être mauvais pendant 3 matchs, on a la chance d'avoir cette coupure de 2 mois pour se régénérer mentalement, pour faire rentrer des mecs et pour réattaquer. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est à la vie et à la mort le match de Pau. Mais Gérald, là, le match de la reprise, le 29. Ça va être, le 29 octobre, voilà, là, oui, ça va être un match
on va faire des gouttes parce que c'est le match à gagner. Là tu perds celui-là, je suis d'accord que c'est très 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 compliqué. Merci Vincent d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et Vincent, on te rappelle pendant la Coupe du Monde pour parler des victoires de l'équipe de France qui vont s'enchaîner. Si on l'espère. Des places, je suis preneur. Hein. J'ai pas réussi à en avoir. Alors je peux te dire, c'est pas de problème. C'est pas évident. C'est très compliqué, même pour nous. Je peux te le dire. Même si on est détenteur de droit, tu vois, c'est très compliqué. J'en doute pas. Merci Vincent d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Ça réagit beaucoup sur le Twitch de Sud Radio. On continue de parler évidemment de cette troisième journée dans un instant avec Philippe Spanghero et Julien Thomas. À tout de suite. Au cœur du mag sur Sud Radio après le multiplex qui a été bouillant de Top 14 de la troisième journée. Vous êtes sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On est en direct évidemment partout en France sur la bande FM, sur le DAB+, partout dans le monde grâce à Twitch, sur la chaîne Sud Radio, grâce aussi à l'application Sud Radio. Venez réagir d'ailleurs sur la chaîne Twitch. Dans quelques instants, nous recevrons Grégoire Lethort et Philippe Calembrin, auteurs de ce livre que je suis en train de montrer à la caméra, Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987, bouquin officiel de la Coupe du Monde de rugby. On vous l'offre dans un instant sur Sud Radio via Twitch sur la chaîne Sud Radio. Puis comme ça nous permet aussi d'interagir avec vous. On accueille à Ergo évidemment Jus Thomas 9. Tiens, qui c'est ce Jus Thomas 9? Julien Thomas avec Philippe Spanghero, nos deux consultants. Petit tour de table très rapide. Qui aujourd'hui dans le multiplex, on rappelle les résultats, Quentin Cabanis, qui réalise la meilleure opération, les résultats Quentin, et puis on en discute très rapidement tous ensemble. Les résultats donc de ce multiplex: le succès de Castres face à Bayonne 37-0, la victoire du Racing face à l'USAP 59-10, Pau a battu Lyon 40-10 et le Stade Français s'est imposé face à Montpellier 24-9. Toutes les équipes à domicile ont pris le point de bonus offensif. Tour de table, Philippe Spanghero, Julien Thomas, qui fait la meilleure opération dans ce multiplex? Alors, j'hésitais entre le Stade Toulousain et Castres. Je vais dire Castres parce que je pensais qu'ils auraient un match compliqué contre l'Aviron Bayonnais, et prendre les 5 points, c'est bien joué pour le CO. Il y a une question à se poser sur le match des Bayonnais, mais c'était un match qui me faisait peur du côté de Pierre Fabre. Donc pour moi, c'est les Castrés qui réalisent la bonne opération avec les 5 points. Philippe Spanghero donc qui a choisi Castres. Julien Thomas. Le Stade Français qui fait un 3/3 dans ce bloc avant cette Coupe du Monde. Assuré d'être leader. Ah oui, leader sûr, et puis avec le point de bonus offensif face à Montpellier à domicile, 24-9. Donc pour moi, ce Stade Français, leader, ils partent dans les 2 mois après de repréparation comme une petite intersaison pendant cette Coupe du Monde. Donc le Stade Français s'est mis à l'abri avec 3/3. 3/3 donc pour le Stade Français. Pareil, Quentin Cabanis, tu me donnes un petit avis? Que sur le multi ou Que sur le multi. Que sur le multi, je vais partager l'avis de Julien Thomas. Moi je mets une pièce sur Pau face à Lyon, 40-10 pour la section paloise à domicile face à Lyon. Des points engrangés qui ne seront plus à prendre, le maintien qui s'assurera peut-être le plus rapidement possible pour l'équipe de Sébastien Piccheroni. Au classement. Mais 10 points c'est énorme. En 3 journées. Et oui, c'est énorme pour la section paloise. Donc bravo à la section. On te retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va revenir sur l'actualité sportive en général. On va parler de Lyon, on va parler de Nicolas Karabatic, on va parler aussi peut-être de Thierry Henry, de Vuelta avec Julien Thomas, avant de recevoir dans quelques minutes Philippe Calembrin et Grégory Lethort, auteurs de Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 87. On vous l'offre, ce livre, dans un instant. Vous le voyez sur la page Twitch Sud Radio. Il est à vous dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h31 sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. On est en train de débriefer le multiplex top 14 de la troisième journée. On rappelle les résultats de cette troisième journée: 21-27, victoire de Toulouse à Oyonnax. Ensuite, que des succès bonifiés à domicile pour Castres face à Bayonne, 37-0 pour le Stade Français face à Montpellier, 24-9 pour Pau face à Lyon, 40-10, et pour le Racing 92 face à Perpignan, 59-10. À 21h, le coup d'envoi de Clermont-La Rochelle en direct en intégralité sur Sud Radio. On aura aussi tout à l'heure le plaisir de recevoir Pierre-Philippe Lafont, entraîneur de l'équipe de Montauban. On reviendra sur la Pro D2. On parlera aussi de l'équipe de France. À qui la faute? Les blessures? Le sondage est disponible sur la page Twitter Sud Radio Rugby. À qui la faute? La faute à pas de chance, le calendrier peut-être, ou la préparation de l'équipe de France qui connaît quelques couacs? Eh bien, on vous posera la question, on vous pose la question et on en discutera entre nous, avec vous aussi, au 0826 300 300 et sur la page Twitch Sud Radio. Place au tour de table de l'actualité. Sud Radio, la radio du rugby. Le tour de table de l'actualité. Presque carton bleu.
Mais Ça démarre pareil. Je me suis rattrapé. Voilà, je me suis rattrapé. Ouais, non, mais tu le prends quand même. Hein, mais Je le prends quand même. Bon, écoute. Le tour de table de l'actualité. On a tous choisi un petit sujet qu'on voulait aborder. Avec vous. C'est hors rugby. Hein. Ça peut être rugby ou hors rugby. On va commencer par Philippe Spanghero. Tiens, Philippe, tu voulais revenir sur la retraite annoncée dans un an après les JO, a priori, un monstre du sport français. Ouais, Nicolas Karabatic qui a officiellement annoncé sa retraite à l'issue des Jeux, on espère. Voilà, c'est un monument. C'est toujours particulier quand de telles légendes du sport annoncent se retirer. Voilà, moi c'est quelqu'un que je connais bien et que j'aime beaucoup, qui a de très très belles valeurs. Et quand je regarde la carrière de ce joueur, de ce sportif, je trouve ça proprement hallucinant en fait, puisque là il est en lice pour participer à ses 6e Jeux Olympiques. Ça fera 24 ans de carrière au plus haut niveau. Ça paraît complètement fou. Quasiment 24 ans, puisqu'il venait de commencer en pro quand il a eu sa première participation à Athènes en 2004. Tant de fois champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Voilà, quand on sait à quel point le sport à ce niveau est exigeant, ça montre un peu l'envergure du garçon. Et voilà, je voulais tirer mon chapeau à ce sportif qui a quand même fait honneur au maillot tricolore. Ouais, Julien Thomas, c'est vrai que Nicolas Karabatic, c'est quand même un nom et une carrière extraordinaire. Bien sûr, connu bien sûr du handball montpelliérain, donc on se côtoyait pas trop mal. Et puis quand j'ai pu jouer au Stade Français, il était au Paris handball. Donc un palmarès, c'est surtout ce palmarès, c'est le mec qui est couronné de tous les Barcelone, de tous les oui, titres, effectivement, Quentin m'a dit. Et Barcelone aussi, exactement. Où on avait fait avec Castres un stage à Barcelone, dont on était allé voir justement l'entraînement du handball barcelonais. Mais c'est une machine, c'est l'exigence parfaite, c'est le professionnel de son sport, et puis c'est honnêtement un mec en plus humble et je lui souhaite vraiment une reconversion du mieux que possible, mais surtout, il a marqué le handball français et mondial. Ouais, Quentin Cavanis. Il sera dans la discussion pour faire partie des plus grands sportifs français de l'histoire, hein, tout simplement. J'espère, oui. En termes de palmarès, en tout cas, il le mérite largement. Et puis tout ce qu'il a apporté au handball dans sa médiatisation dans les dernières années, finalement, quand on parlait de hand, c'est Karabatic, le nom que tout le monde connaît. Donc pour moi, c'est sûrement le plus grand joueur de l'histoire du hand français. Et il fait partie du top 10 sans problème des plus grands sportifs de l'histoire en ce qui concerne la France. Ouais, voilà donc le tour de table de Philippe Spanghero. Quentin Cabanis, je te laisse encore un tout petit peu réfléchir. On va aller vers Julien Thomas. Peut-être que vous avez un choix commun, probablement. On va sur la Vuelta. On reste en Espagne, au final. On parlait de Barcelone. C'est senior. Avec un Français qui a brillé cette semaine, qui a perdu le maillot rouge ce soir, mais qui a brillé cette semaine. Julien Thomas. Exactement, c'est Lenny Martinez, 20 ans, un Français qui a eu ce maillot rouge, donc comme au Tour de France, le maillot jaune sur les épaules, ce qui est rare. Et puis c'est surtout aussi hier la victoire de Soupe. C'est un vétéran parce qu'il a 35 ans, il fait partie de la Total Energy. C'est lui aussi des Français qui excellent. C'est pour mettre en avant et en lumière nos Français sur la Vuelta, ce Tour d'Espagne, qui est assez difficile. Et surtout, là, aujourd'hui, il a perdu notre Lenny Martinez, ce jeune Français, qui est quand même 3e à l'arrivée du général, mais qui a perdu le maillot rouge suite avec bien sûr cette équipe de Primož Roglič qui a gagné l'étape aujourd'hui et qui est la Jumbo, qui a été extraordinaire, et c'est un coéquipier d'ailleurs Kuss qui passe maillot rouge, qui était à 8 secondes juste derrière. Mais c'était pour mettre en avant nos Français quand même sur cette Volta. Ouais, Lenny Martinez qui conserve tout de même le maillot blanc de meilleur jeune devant un certain Remco Evenepoel. Rien que ça, qui fait quand même partie des favoris pour la victoire finale de la Vuelta. Donc c'est pour dire la performance à l'issue de la première semaine, de voir un Français qui portait le maillot rouge ce matin et qui porte toujours le maillot blanc. Quand on voit comment ça a été compliqué sur le Tour de France, notamment pour les Français et pour les favoris français, j'ai envie de dire, ça fait du bien. C'est peut-être l'espoir du cyclisme français, Lenny Martinez. Des révélations, tout à fait. Et toi, Quentin, c'est aussi ton tour de table ?
Oui, c'était aussi mon tour de table, Lenny Martinez. C'était mon petit coup de cœur de la semaine, avec une grosse ascension hier qui lui a permis du moins dans la semaine, qui lui a permis de prendre le maillot rouge. Et là, aujourd'hui, il a quand même essayé de le conserver, hein. Mais face à Sepp Kuss, c'était compliqué. Mais voilà, pour l'instant, Lenny Martinez, meilleur jeune de la Vuelta, et ça, c'est déjà une énorme performance. Moi, j'ai un tour de table concernant le foot. Moi, personne ne me demande mon avis sur le vélo. Ah bah vas-y, hein, notre vélibeur il adore professionnel. Il adore l'Espagne. Ah bah ça, il aime l'Espagne. Oui. Voilà. Merci Philippe. Je partage ce qui a été dit sur Lenny Martinez. Non, c'est Lenny Martinez, pas Rémi Martinez. Il l'a fait exprès en plus. Philippe Sanguiron. On va parler d'un sujet qui va t'intéresser, je pense, Philippe, de Lyon. L'Olympique Lyonnais, ça vous parle? L'Olympique Lyonnais, c'est. J'ai l'impression que c'est chaque semaine. Oui, bah là, il y a de quoi en dire quand même. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Olympique Lyonnais a changé de gouvernance durant la saison dernière. Vente du club de Jean-Michel Aulas en direction de Monsieur Textor, John Textor, un Américain qui a plusieurs clubs, notamment Botafogo, mais pas seulement. John Textor, il a racheté le club, il avait gardé président Aulas, Jean-Michel Aulas en président d'honneur, sauf que ça n'a pas duré. Sauf qu'il y avait il y avait une clause dans tout ça, c'était que Jean-Michel Aulas ne dénigre pas et ne salisse pas les intérêts de l'Olympique Lyonnais. Rapidement, il a été écarté quand même, Jean-Michel Aulas, et depuis c'est la guerre, mais c'est une guerre sans merci entre les deux hommes. Jean-Michel Aulas ne laisse absolument aucun répit au club lyonnais depuis son départ. 18 millions, je crois. Il a pris un moment cette semaine 14,5 millions d'euros de titres. Il a gelé les comptes de l'Olympique Lyonnais dans la semaine. Exactement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'OL s'est retrouvé avec des comptes vides ou gelés. Cette guerre, elle est déclarée. Elle a pourri totalement le début de saison de l'Olympique Lyonnais. Elle a pourri totalement les ambitions de recrutement de Laurent Blanc, le coach de cette équipe rodanienne. Et depuis, c'est la zizanie. Une zizanie totale, une vente si mal gérée et un achat si compliqué aussi pour John Textor. À qui la faute, Philippe Sanguiron, entre les deux hommes? Moi, j'ai un avis assez tranché et clair sur le sujet, puisque j'ai eu quelques échos de gens assez bien placés qui me laissent penser que Jean-Michel Aulas a été assez maltraité par les Américains au moment du rachat. Donc, de ce que j'en sais, pourquoi il a vendu? Pourquoi il l'a vendu alors? Ça faisait plusieurs années qu'il voulait vendre. Oui, mais pourquoi il vend? Parce que si tu penses que tu vends à des personnes qui vont aider ton club à grandir et que tu n'as plus l'énergie, pour moi le débat c'est même plus pourquoi il a vendu, c'est la façon dont la vente s'est passée. Et aujourd'hui pour moi il y a deux exemples dans le foot. Il y en a un très bon, sans être chauvin, qui est à Toulouse, puisque c'est aussi un fonds, mais qui a pris le temps et la mesure du contexte, qui a mis des gens qui ont eu l'humilité de s'entourer de gens qui connaissaient le contexte et qui ont rien voulu chambouler, qui ont respecté ce qui avait été fait avant eux. Et finalement, on se rend compte que ce qui se passe à Toulouse, avec une vision de fonds d'investissement malgré tout, est très bien géré et que le club fonctionne et que ça se passe bien dans la ville. Et puis, il y a le contre-exemple qu'on est en train de vivre à Lyon. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible pour le club. Et pour la personne de Jean-Michel Aulas, on peut penser ce qu'on veut du personnage. En tous les cas, ce qu'il a réalisé, la construction de ce club est magnifique. Bien sûr. Et on ne peut pas... mais t'as pas l'impression qu'il détruit son bébé quand même là? Non, je pense que justement, il se bat parce qu'il le voit être détruit. C'est différent. Oui, mais là, de toute façon, il joue avec ses armes. Là, ils sont rentrés en guerre. Et puis, je pense que ça fait partie de personnalités très fortes qui ont aussi forcément une forme d'ego. Et on ne peut pas se laisser maltraiter comme ça quand on voit que des gens, en arrivant, peuvent détruire en une saison le travail de plus de 30 ans de construction. Voilà, donc c'est assez ça avait terrible. commencé à se détruire un peu avant quand même. Ouais, Philippe, juste pour rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé vraiment la guerre le 4 juillet. Enfin, c'était déjà sous-jacent, mais le 4 juillet, il y a un passage devant la Direction nationale de contrôle de gestion, la DNCG, dans le football. C'est l'autorité qui surveille les comptes des clubs de football professionnel. Et là, l'OL voit donc un petit souci avec la DNCG, masse salariale encadrée, recrutement difficile.
Ensuite, eh bien, on a cette équipe de Lyon qui est donc un petit peu on va dire dans la panique. John Textor qui dit si j'avais su ces restrictions de la DNCG, j'aurais demandé de stopper la négociation de la vente suite à cette évaluation erronée de la situation financière du club. Et réponse sur Twitter de Jean-Michel Aulas qui répond. Quelqu'un, un supporter qui avait mis l'article en partage, il dit « J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor, car en les tenant, il s'exposerait à un procès en diffamation et en plus risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL de la DNCG et de la LFP. » Derrière. Mais c'est lunaire. Ah mais attends, derrière, il y a cette plainte pour diffamation. Derrière, ensuite, de la part de Holness, donc la société de John Textor, et courant août, via la holding familiale de Jean-Michel Aulas, il y a eu un recours à une procédure spéciale, rappelle l'équipe, devant le tribunal de commerce de Lyon, une saisie conservatoire à hauteur de 14,5 millions d'euros sur les comptes du club. C'est des conséquences immédiates. Le club n'a eu aucune liquidité à sa disposition pendant plusieurs jours et s'évertue depuis à rassurer ses créanciers. Oui, mais même les employés étaient privés de salaire à ce moment-là. Mais ils ne pouvaient pas payer les salaires et c'est plus de 600 employés, l'Olympique Lyonnais. Et du côté l'OL, on dit Jean-Michel Aulas, pour défendre ses intérêts personnels, a mis en risque tout le club. Oui, tu es contre cette lecture, toi, Philippe Aulas. Non, je suis pas contre. Je dis juste que je pense que c'était son seul recours. Alors après, c'est honnêtement pour lui, ça doit être terrible parce que je pense qu'il aime profondément ce club et ses salariés qui, pour la plupart, ont été recrutés par lui. Donc, ce que je dis, c'est que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la prise de position de Textor qui est lunaire. Je sais un peu comment ça se passe à des niveaux moindres en termes d'audit. De contrôle des comptes, tout est épluché et avec la rigueur de la DNCG, il peut pas y avoir de loup. C'est-à-dire que ce qui s'est passé la situation, c'est pas possible que les conseils du repreneur ne l'aient pas connu. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas, de diffamation. Bien sûr. C'est impossible. Honnêtement, la première chose que fait un repreneur potentiel, c'est de voir les dernières relations avec la DNCG, de prendre contact avec la DNCG. Et si c'est pas le cas, c'est l'amateurisme. Mais c'est pas possible. Il y a pas d'amateurisme à ces niveaux d'argent. Donc, c'est de la mauvaise foi caractérisée parce que je ne crois pas une seconde aux propos de l'Américain. Julien Thomas, tu n'es pas supporter de l'Olympique Lyonnais, tu es complètement neutre sur cette histoire, et comme nous tous d'ailleurs. Là, quand tu vois une telle histoire, est-ce que tu imaginerais voir la paillade dans une telle histoire avec une telle guerre au sein d'un club sur une vente? Enfin, je veux dire, c'est catastrophique pour un club comme Lyon. Nicolin, ça se pourrait pas. Non, bien sûr. Mais à Lyon, si tu étais supporter lyonnais, c'est catastrophique. À Lyon, c'est catastrophique, mais est-ce que Aulas, sans le club, comme disait Quentin, lui échapper et le voir sombrer, alors il fait tout pour sauver un petit peu les moindres miettes, ou est-ce que vraiment, comme disait, il n'y a pas d'amateurisme à ce niveau-là, Philippe, que l'Américain, c'est pas possible qu'il n'ait pas contacté toutes les finances parallèles pour savoir ce qu'il en est. C'est impossible avec le temps d'argent en jeu et tant de ce monde-là du haut niveau du football. Tu ne peux pas passer à côté en étant amateur comme ça. Et donc, Philippe a raison. Je le rejoins dans son discours, bien sûr. Voilà donc pour ce tour de table de l'actualité. Dans un instant, nous recevons Philippe Calembrin, Grégory Lothor, auteur de Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987. On vous montre le livre sur la page Twitch de Sud Radio. Vous le gagnez dans un instant sur notre antenne. Bienvenue sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby avec Julien Thomas, Félix Panguero, Adrien Badic, Quentin Cabanis. C'est vous au 0826 300 et sur Twitch sur la chaîne Sud Radio. On est là ensemble pour parler de rugby et on accueille Philippe Calembrin et Grégory Lothor. Bonsoir messieurs. Bonsoir. De concert, c'était très joli. Ce bonsoir était ça se voit que vous avez écrit un livre ensemble parce que vous êtes sur la même page. On est fait pour s'entendre, oui. On est bien synchronisés, effectivement. Je vois ça. En plus, alors, je sens qu'il y a une petite fiesta derrière Grégory Lothor. Oui, pourquoi ? Parce que Pau s'est imposé, on le rappelle, 40-10 aujourd'hui. Et forcément, ça a fait la fête du côté du Béarn, Grégory.
Tout à fait, et en plus ça enchaîne avec le Pau FC en Ligue 2 qui est en train aussi de s'imposer contre Rodez, donc c'est vraiment jour de gloire pour le sport palois. Eh ben voilà, et on est très heureux d'ailleurs de vous recevoir, messieurs, parce que vous avez signé ce livre que je montre à l'écran, Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987. C'est tout simplement le livre officiel, un produit officiel de la Coupe du Monde de rugby, plongé au cœur de l'action, je cite, et de l'émotion de la Coupe du Monde de rugby, de l'édition inaugurale dans l'hémisphère sud en 87 jusqu'à 2019. Affrontement historique, exploit héroïque, moment de gloire indélébile. Comment s'est passée la construction, l'écriture de ce splendide livre, Philippe Calembrin? C'est un livre qui retrace toutes les éditions de la Coupe du Monde. Donc nous avons travaillé avec Grégory pour nous rappeler tous les bons souvenirs de ces différentes éditions. Donc depuis 1987, l'édition qui arrive en France sera la 10e. Donc il y a déjà eu 9 éditions de la Coupe du Monde. Chacune réservant son lot d'émotions, de joie, mais de peine aussi parfois. Voilà, en tout cas, ce sont toujours des moments fabuleux de sport et de rugby. Et avec plein d'histoires plus incroyables les unes que les autres. Ouais, alors tiens, je vais prendre une page au hasard. Hein. Il y en a plein des pages. Vraiment, les photos d'ailleurs sont absolument somptueuses. Hein. Je tiens vraiment à le rappeler. Allez, une page au hasard comme ça. Tiens, j'arrive en 2003. Et le monde à l'envers. Tiens, hop, sur ce tournoi. 16 ans, 5 éditions et 3 finales perdues plus tard. Une nation européenne est enfin championne du monde. Chapeau bas à l'Angleterre. Alors là, je tombe là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Grégory Lothor? On arrive et c'est une victoire de l'Angleterre. Vous savez que ça nous plaît pas trop, ça, sur Sud Radio. Non, ça a été une grande souffrance ce jour-là, mais bon, parfois il faut s'incliner, et surtout quand c'est un joueur comme Johnny Wilkinson dont on connaît l'élégance. On peut l'accepter un peu plus facilement. C'est vrai. Tiens, j'ouvre une autre page 2011. Graham Henry, magnifique. Tiens, je monte la double page parce qu'elle est vraiment superbe. C'est une déclaration de Graham Henry. Voilà, que j'essaie de vous la montrer correctement. Avec donc cette phrase. On a traversé beaucoup de moments ensemble. Les joueurs ont appris à avoir confiance en eux-mêmes. On a eu beaucoup de pression dans cette finale, mais cette équipe était numéro 1 mondial depuis un certain temps. Il fallait terminer le travail sur cette période. Alors j'ai pris complètement cette page au hasard, mais elle a une certaine résonance pour 2023, Philippe Calembrin. Oui, tout à fait, absolument. J'y pensais pendant que tu en parlais, Alexandre. C'est vrai qu'en 2011, alors il se trouve qu'avec Grégory, nous étions en Nouvelle-Zélande pour suivre la Coupe du Monde et pour suivre le 15 de France. Donc c'est une édition que nous connaissons très bien. Et c'est vrai qu'il y avait autour des All Blacks une pression particulière dont ils se sont très bien sortis pour s'imposer en finale dans les circonstances posées, hein, d'un point, et cette finale a longtemps été considérée comme un petit vol, mais c'est vrai que sur leur régularité, les All Blacks ne l'avaient pas volé. Et puis petit clin d'œil de l'histoire. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque, les All Blacks ont été champions du monde sans Dan Carter, qui s'était blessé au tout début de la compétition, et là aussi, ce petit signe peut-être renvoyer à une actualité assez malheureuse et récente concernant Romain Tamac, bien sûr. Avec tout l'espoir, évidemment, d'une première victoire pour l'équipe de France cette année. Oui, Grégory Lothor, c'est vrai que on sent que l'équipe de France arrive un petit peu avec ce statut de favori. Première nation mondiale. Pas actuellement, mais il y a quand même des indices qui montrent que l'équipe de France est tout en haut, on va dire, du niveau mondial du rugby, du rugby. Est-ce qu'on peut faire un peu l'analogie entre la Nouvelle-Zélande 2011 et France 2023? En tout cas, on l'espère. Oui, il y a peut-être dans les deux cas aussi une forme de malédiction à vaincre. En 2011, c'est vrai que les Néo-Zélandais étaient ultra favoris, mais après plusieurs échecs, ils n'avaient pas gagné depuis la première édition chez eux en 1987. Les Bleus ont laissé passer leur chance pour la vraie première édition presque entièrement en France en 2007, et avec cette défaite amère contre l'Angleterre en demi-finale. Mais il y a effectivement des parallèles en termes de pression à laquelle il faudra résister, d'expérience qui a permis à l'équipe de grandir. Donc c'est vraiment tout ce qu'on souhaite aux Bleus, de suivre la même voie.
En écrivant ce livre, Philippe Calembrin, Grégory Lothor, j'imagine qu'on se replonge dans des souvenirs, on se replonge dans des anecdotes, des documents aussi. Est-ce qu'en se replongeant justement dans le passé du rugby mondial, qui est finalement assez court, 1987-2023, c'est assez court, est-ce que justement en se replongeant dans cette histoire-là, on retombe amoureux d'un joueur ou d'une histoire ou d'un match en particulier, Philippe ? Écoutez, moi, c'est le fait de me replonger effectivement dans les archives m'a surtout permis de réveiller des souvenirs que j'ai eu la chance de vivre de visu en vrai dans les stades. Je pense par exemple évidemment à la demi-finale historique France-Nouvelle-Zélande 99 à Twickenham. J'ai un souvenir. J'étais jeune journaliste à l'époque et dans la tribune de presse à côté de moi il y avait un confrère néo-zélandais qui a fini le match dans un état je vous raconte pas, il a fallu le ramasser à la petite cuillère tellement c'était incroyable. Donc ce match-là évidemment a probablement dépassé tout ce que j'ai pu connaître ensuite, mais aussi cette fameuse Coupe du Monde 2011 parce que j'avais la chance à ce moment-là de suivre au plus près le 15 de France. Et cette équipe était à la fois imprévisible, talentueuse, en rébellion contre son sélectionneur qui malgré tout était qui quand même restait maître à bord, quoi qu'on en dise, à sa manière. Et puis évidemment au pays des All Blacks, donc c'est un souvenir fabuleux, ouais. Quentin Cabanis. Moi j'ai une question, c'est savoir si vous abordez la finale de la Coupe du Monde 95. C'est un match que Andrew Mertens, notre consultant, a joué, qu'on a eu la chance de pouvoir l'entendre raconter dans le podcast qu'il a enregistré avec Philippe Spanghero sur Sud Radio, que vous pouvez retrouver sur le site sudradio.fr dans la rubrique rugby. Voilà, mais est-ce que vous abordez ce match justement qui a marqué l'histoire, et notamment l'histoire d'un pays de l'Afrique du Sud, avec le président qui va remettre la coupe au capitaine sud-africain? Oui, tout à fait. On est revenu sur cette édition 95 qui a fait rentrer le rugby encore dans une autre dimension, parce que c'était vraiment le tournant du professionnalisme. Cette édition-là, c'est l'avènement d'un joueur qui est devenu une légende, John Alomu, qui s'est révélé à la face du monde. C'était une rare fois où un des joueurs a vraiment dépassé le cadre du rugby. Puis il y avait une dimension politique exceptionnelle. C'était un tournant pour l'histoire du pays. Et on est revenu sur les mots d'Abdelatif Benazi, qui a failli pour quelques centimètres, ou peut-être qu'il l'a marqué. Ça s'est pas vu, mais cet essai en demi-finale à Durban, et qui disait que finalement l'essentiel c'était une victoire pour l'Afrique du Sud qui était plus grande que le rugby. C'était la victoire d'un pays, d'un peuple, d'une nation. Et il avait cette sagesse-là à cet instant-là. Et j'ai trouvé ça absolument beau. Merci beaucoup Grégory Lothor, Philippe Calembrin. Somptueux livre, je le remontre à l'écran, Coupe du Monde de rugby, rétro depuis 1987. C'est tout simplement le livre officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Et voilà, Sud Radio devait évidemment en parler, et avec grand plaisir, en étant nous aussi diffuseurs de cette magnifique compétition qui commence vendredi. Il y aura une nouvelle édition si l'équipe de France est championne du monde ou pas, Philippe Calembrin? On espère. On croise les doigts très fort. On croise tous les doigts et tout ce qu'on peut croiser. Merci Philippe, merci Grégory Lothor, magnifique livre. Merci, et on remercie les éditions Marabout de mettre aussi cet objet de façon aussi exceptionnellement en place. C'est un très bel objet à offrir ou à lire pour vous, ou à se l'offrir pour soi-même. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de l'équipe de France, justement. Et tiens, on va le faire gagner, ce livre. On va le faire gagner dans un instant, que ce soit sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio ou au 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, il est 20h04. On a vécu un très joli multiplex avec, on vous rappelle les résultats dans cette troisième journée du top 14. Oyonnax qui a perdu à domicile face à Toulouse 21-27. Castres qui a battu Bayonne avec le bonus offensif 37-0. Bonus offensif aussi pour Paris face à Montpellier 24-9. Pau a battu Lyon 40-10 avec le bonus. Et puis enfin un bonus offensif évidemment pour le Racing face à Perpignan. Quand je dis évidemment, c'est vu l'ampleur du score, 59-10. Un match à jouer encore ce soir dans ce samedi, c'est Clermont-La Rochelle. Coup d'envoi à 21h05 sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby.
pas seulement, la radio aussi du top 14 de la Pro D2. La Pro D2, 20h40 sur Sud Radio. Pierre-Philippe Lafont sera notre invité, l'entraîneur de Montauban, juste avant la chronique de Philippe Spanghero autour des loges. Il y a un petit problème avec les loges du côté donc de l'équipe de France, enfin de la Coupe du Monde de rugby. Et puis là, jusqu'à 20h30, on va parler de l'équipe de France avec cette question qu'on vous pose d'ailleurs sur Twitter, sur la page Twitter Sud Radio Rugby, ce sondage qui est disponible. À qui la faute? Quel est le problème des blessures en équipe de France? C'est le sujet dans un instant. On vous pose la question, continuez de voter. Baye, Villemc, Tamac, Danty, 4 titulaires se sont blessés ces dernières semaines. La faute à qui? 4 propositions: la préparation des Bleus, le calendrier surchargé, des adversaires trop relevés, ou la faute à pas de chance. Voilà, on se pose la question et puis dans quelques minutes, on fera une nouvelle séquence qu'on va tester avant la mise en place de nos grandes émissions quotidiennes pour la Coupe du Monde de rugby, au cœur de la mêlée dès lundi 20h avec François Trio, Johan Huget et Eric Bonneval. Ce sera la question qui je suis. On en parlera tout à l'heure. Il y a un livre à gagner, c'est ce magnifique livre Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987. 2 auditeurs s'affronteront avec l'aide des consultants. On vous détaillera ça. Préparez-vous. Julien Thomas, Philippe Spanghero, il va falloir être très 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 bon. Il va falloir aider vos auditeurs. Et oui, parce que vous aurez 2 auditeurs et chacun sera dans une équipe. Alors attention. Allez, on se pose la question. On rentre justement dans la question autour de l'équipe de France. Sale semaine encore. Ah, pas cool. Sale semaine encore quand même. Après Baye, après Tamac. Voilà Danty, blessé, probablement forfait pour le début de la compétition. Et puis hier, Paul Villemc, blessé probablement pour la durée entière de la compétition. Déchirure de 10 cm, nous dit-on, au niveau de l'aine pour Paul Villemc. C'est pas une première pour Paul Villemc. Et puis durant cette préparation, il y a eu d'autres blessures. Tanga, Taofi Fenoa, Bamba, Cross. À qui la faute ? À qui la faute, Philippe Spanghero? Julien Thomas, est-ce un problème de préparation du 15 de France? Est-ce un problème de calendrier surchargé, d'adversaires trop relevés, trop de tension dans les matchs? Ou c'est la faute à pas de chance et on est juste malchanceux alors que les autres le sont peut-être un petit peu moins. Appelez Didier Deschamps en équipe de France de rugby. Ouais, peut-être. Philippe Spanghero, Julien Thomas qui veut s'exprimer en premier, c'est la faute à qui? La faute à quoi? Vas-y, Philippe. Vas-y, Julien. Ah bah trop de politesse chez nous. Philippe Spanghero, tu commences. J'y vais. Alors je vais dire la faute à pas de chance, pas pour me cacher. Non. Je trouve que honnêtement, on a quand même pas mal stigmatisé là le préparateur physique Thibaut Giroud ces dernières semaines. Ça m'a un peu dérangé. Je sais même qu'il a reçu des messages extrêmement violents sur les réseaux, etc. Alors ça, c'est complètement bête, par contre. Voilà, je trouve que aujourd'hui, malgré ces blessures, on n'est pas capable de dire si le travail de préparation a été bon ou pas. On le verra au fil de la compétition. Et je pense que les Français seront prêts vendredi soir contre les Blacks. Et c'est ce qui nous importe. Aujourd'hui, certainement que le championnat français est le plus dense au monde en termes de rythme, et que même si y a une bonne entente entre la Ligue et la Fédé, les clubs ont besoin de leurs joueurs et donc les font jouer sur les matchs importants. Donc certainement que ça joue un peu. Et puis je crois pas que ça vienne du niveau des adversaires, parce que on a affronté des équipes qui nous préparent à être prêts pour ce match d'ouverture, mais à la fois on a vu qu'on avait quand même réussi à monter en puissance. C'était le vrai point d'interrogation, et ça on a eu la réponse contre l'Australie. Donc c'est aussi la preuve que le travail physique a porté ses fruits. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est la faute à pas de chance. Mais est-ce que dans les années qui arrivent, on va pas se dire que malheureusement la norme c'est sur 33 joueurs d'en perdre 3 ou 4 pendant la préparation et avant le démarrage de la compétition. Donc tout va bien. Tout va bien, Philippe, si je t'écoute. Non, tout va pas bien. Mais en tous les cas, moi, par rapport aux choix qui sont proposés, je suis incapable de vous dire que c'est la faute du staff, parce que pour moi, on peut pas l'affirmer. Je pense pas que ce soit dû au niveau trop élevé de nos adversaires. Voilà, moi, le seul débat que je peux entendre et qu'on a déjà eu, c'était sur le nombre de matchs. Peut-être qu'un de moins aurait suffi. Mais encore une fois, tout ça, c'est subjectif. Et en tous les cas, je dis juste que ce que j'affirme, c'est que
attester que c'est la faute de la prépa physique, c'est pas possible. Voilà. Non, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est par rapport à ce qu'il disait sur le nombre de matchs, c'est que les joueurs français, pour avoir des quasiment un mois de repos consécutif, il faudrait qu'ils se blessent. Parce que sinon, ça arrive pas. Ils ont 2 semaines max consécutives. Ils coupent jamais vraiment beaucoup. Et ça peut aussi jouer, ça. Entre le top 14, la Coupe d'Europe, l'équipe de France, ils sont sollicités tout le temps. Ouais, les Anglais aussi ont beaucoup de blessés, par exemple Anthony Watson, Jack Van Poortvliet, Tom Curry est encore un petit peu blessé, Elliot Daly, Kyle Sinclair, Martin aussi est blessé. Mais si je suis les propos de Philippe, Julien, propos que je ne partage absolument pas, Julien. Je l'ai bien compris. Ouais, ben voilà, c'est la faute à pas de chance. Et bon, bah voilà, bah. Il y a quatre non, bah c'est, non, mais tu dis c'est la faute à pas de chance. Pour moi, il y a 4 propositions. C'était une des 4 propositions par élimination, c'est celle que je retiens. Et Julien Thomas. Pourquoi je mettrais les 4 propositions, moi je mettrais. Ah bah d'accord, alors il y en a un, il prend par défaut et l'autre il choisit tout. Oui, je vais dire pourquoi, je vais développer. C'est que pour la blessure de Paul, vous l'aimez, il a quand même 4 blessures en 1 an sur un ischio. Donc ça peut être il y a une faiblesse. 4 propositions. Donc il y a une faiblesse. Comment Julien Thomas, donc, juste dans un collectif. Je vais te laisser développer, mais juste j'ai besoin de comprendre là. Comment tu te fais une déchirure de 10 cm chez toi? Comment c'est possible? Avec une préparation spécifique joueur par joueur. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Joueur par joueur, au moment où tu rentres chez toi. Non, mais comment tu fais 10 cm de déchirure chez toi? Quand tu fais pendant 4 ans, quand même, enchaîner les matchs. Que je vois, c'est un lever de jambe sur une figure de pole dance. Voilà, à la barre, surtout Paul Williamson. Non, mais il y a une sacrée barre. Non, mais qu'est-ce qu'on lui a fait faire? Il y a un problème dans l'atelier qu'on lui a fait faire. C'est pas possible autrement. Où il était déjà touché, ça c'est fini. D'abord, est-ce qu'on sait que c'était un atelier, que c'était une séance demandée par le staff de l'équipe de France? Est-ce que de lui, c'est ce qui a filtré. C'est ce qui a filtré en tout cas, Philippe, c'est que ça a été une séance individualisée pour chaque joueur de l'équipe de France, et c'est durant cette séance-là. C'est des informations que d'autres médias ont fait ressortir, que c'est durant ce genre de choses-là qu'il s'est blessé. Julien Thomas, je te laisse reprendre le fil. Oui, non, mais après Paul, 4 blessures en 1 an sur les ischios, c'est qu'il a une défaillance personnelle sur ce muscle-là. Donc bien sûr, ça s'est arrivé avant la Coupe du Monde, avec toute la préparation où les tensions, les muscles sont mis à rude épreuve, et que ton pic de forme arrive pour le premier match de Coupe du Monde. Paul, il a pu faire les exercices, et derrière on levait 3 quérons parce qu'il faisait son jardin. Et il se fait se péter de 10 cm en faisant ça. Tu vois ce que je veux te dire? Mais la défaillance, si c'est récidive, encore une fois, sur ce secteur-là, c'est qu'il y avait déjà une problématique de base, et non pas due à la charge des matchs, parce qu'il y en avait 4, due à la préparation qu'on critique, due à Fabien Galtier qui met la pression ou pas. Enfin, voilà. Donc pour moi, les 4 critères rentrent en jeu. Maintenant, il y a les autres joueurs, c'est différent, parce que Romain Tamac, c'est encore différent, c'est pas dans un match. Danti, peut-être, mais lui aussi est très, comme il n'est pas souple, le connaissant, mais peut-être lui, il avait des guendos qui commençaient à tirer, et puis ça a pété sur les ischios aussi. Ouais. Et Paul, quand même, c'est une défaillance qu'il a, je pense, à une jambe. Ouais, mais tu vois, Julien, tu dis que Romain Tamac, c'est en match, c'est différent. Romain Tamac, il a dit, ce sont ses mots. Quand je rentrais chez moi durant la préparation, j'ai été fatigué avant cette blessure. J'ai pas l'habitude d'être fatigué ainsi. Là, ça faisait quelques jours que je traînais cette fatigue, que le soir j'étais moins bien. Il y a quand même des indices qui montrent qu'il y avait un problème déjà sous-jacent. Alors oui, c'est la faute à pas de chance parfois, j'imagine, je le comprends bien, mais il faut quand même trouver des éléments pour expliquer ce qui est en train de se passer. Pour toi, les rythmes. Pour toi, c'est un cocktail. C'est un cocktail de toutes ces raisons. Oui, je pense que c'est un cocktail. Après, pour une Coupe du Monde, le préparateur physique, et tu l'as en préparation aussi d'avant-saison avec un club. Donc tu n'exclus pas la responsabilité du staff du 15 de France. Je le mets dans les 4 critères. Du fait que tu es alors que Philippe Fonguero l'écarte totalement. Non, tu es obligé d'aller taper dans les joueurs, à mettre de la fatigue complète pour descendre sous ton seuil, on va dire, de forme normale, pour quand tu remontes, le pic soit au-dessus de ce seuil. Et c'est ce que cherchent les préparateurs physiques, et les dates à peu près que tu vas l'être en tant qu'athlète. Donc tu es obligé d'aller taper dans la préparation attention, physique de tes Alex, joueurs. je l'écarte complètement au moment où on se parle. Parce que pour moi, si la semaine prochaine,
on surclasse complètement physiquement les Blacks et qu'on monte en puissance. Déjà, le dernier match, l'Australie, je les ai trouvés un peu mieux quand même. Oui, et on est d'accord là-dessus. Et qu'on prend le dessus sur tout le monde, peut-être qu'on se dira, la contrepartie de la chose, c'est de risquer de péter quelques mecs, mais par contre, on est mieux physiquement que tous les autres. Il l'avait prévenu, hein, Thibaut Giroud, il avait dit, il y aura des blessés. Mais au moment où on se parle, je trouve que si au final ça sert le collectif c'est terrible à dire, mais si ça sert le collectif de l'équipe de France et que cette équipe de France physiquement elle est mieux que ses adversaires et qu'on domine tout le monde, eh bien on se dira malheureusement on a laissé en route des joueurs importants, mais c'était le prix à payer. Et Thibaut Giroud l'avait annoncé. Quant à Cavani, il y a un rythme de vie aussi parallèle. Mais messieurs aussi, on peut pas écarter toute l'année. On dit qu'il y a trop de matchs. On peut pas nier le fait que peut-être 4 matchs de préparation c'était trop. Peut-être que 3 auraient suffi. Parce que toute l'année on dit les joueurs jouent trop. Pourquoi les Français jouent plus de matchs que les adversaires, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le seul débat que je trouve cohérent. Parce qu'en effet, on peut se poser cette question-là. Alors, le premier match contre l'Écosse, il était intéressant parce que c'était une très large revue d'effectifs au premier match pour faire jouer tous les joueurs qui étaient dans la première liste élargie. Mais en effet, 4 matchs, ça peut paraître beaucoup. C'est le seul sujet sur lequel on peut débattre. Mais encore une fois, si ça a servi à monter en puissance et qu'à chaque match de la compétition, les Bleus sont mieux et qu'on est mieux physiquement que tout le monde, on se dira que c'était bien d'avoir fait 4 matchs. C'est pour ça que je dis que là, tirer un bilan à t'écouter, Philippe, on fait la meilleure préparation de toutes les nations et les autres travaillent moins bien que nous. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que à part les Sud-Africains, je trouve que toutes les autres nations sont moins bien que nous physiquement. D'accord. Ah bah ok. Donc l'Irlande travaille moins bien. Les Fidji ils ont mieux. Les Fidji ils ont mieux fini que nous. Pour moi, les Écossais nous ont surclassés physiquement. Mais bon, après on a. Parce que à ce moment-là, on était dans le moment de la préparation physique où il était écrit que on était au rupteur, qu'on était juste avant le rebond cette fameuse lancée qu'on attendait et de monter en puissance et qu'on a vu contre l'Australie. Effectivement. Après, Julien Thomas pour clôturer. D'accord, c'est juste qu'on minimise sur les 4 derniers matchs et l'avenir de la Coupe du Monde. Mais c'est quand même des années auparavant. Quand je vois Antoine Dupont, quand je vois Ntamak, quand je vois ces grands joueurs comme ça en club qui enchaînent avec l'équipe de France, les tournois à destination, la pression des titres, etc. Et plus à côté, parallèlement, dans la vie personnelle, d'aller faire des pubs à droite à gauche, etc. Mais l'usure, elle est pas que physique, elle est psychologique. Elle est psychologique, exactement. Le cerveau revient sur ton corps après. Et donc, quand c'est musculaire, c'est là où vraiment, c'est que ton cerveau déjà commence à être en rupteur. Sauf chez Alex, c'est complètement. Il te fait payer musculairement derrière. Et ça, c'est souvent comme ça aussi. On va rejoindre le 0826 300 300, un auditeur Sud Radio Rugby. Bonsoir Kefa. Est-ce qu'on entend bien? Allô? C'est Vincent. Est-ce que Vincent est là? Oui, c'est Vincent, oui. Bonsoir. Pardon, c'est Vincent. On s'est un peu emmêlé, mais t'inquiète pas. On est avec toi, Vincent. Vincent du Gers, de Lombès-Samatan, mais aussi de Limoges. Vincent, est-ce que tu as une idée sur cette blessure, les blessures là? C'est la faute à qui? Écoute, en effet, comme vous dites, c'est assez compliqué. Je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs, mais c'est vrai que là, j'avoue qu'on est maudit. On est l'équipe dans les favoris à être plus touchée par les blessures. Après, comme l'a indiqué Thibaut Giroud, c'est vrai qu'on prépare une compétition de rugby, pas une compétition de twirling bâton. Donc, c'est vrai qu'il faudrait de la casse, mais là, ça prend des proportions assez importantes. Après, on parle des matchs de préparation. On a joué, nous, 4 matchs en juillet-août. Je vois les Box, ils ont joué 6 matchs. Et il semble qu'ils montent en puissance en plus. Ils montent en puissance. Peut-être qu'ils sont trop bons trop tôt, les Box, par contre. Attention, c'est dans 2 mois, la fin de la compétition. Voilà, moi je me dis que les Box, ils arrivent peut-être un peu au pic de leur forme prématurément. Mais bon, on verra dans 2 mois. Je ne mettrai pas ma main à le terrain. Philippe, t'es pas d'accord avec ça, toi? Non, mais c'est. Alors, je salue Vincent. C'est plaisir de t'entendre. Philippe, très rapidement avant qu'on passe au jeu. Très rapidement, oui, je pense que les Sud-Africains, eux, ont une vision de la préparation physique qui est très différente. Les mecs sont mis dans le formol dans leur province au profit de l'équipe nationale. Ça n'a rien à voir. Et je pense que là, tout est programmé.
Et bon, j'espère pas pour nous si on les retrouve à un moment ou à un autre, mais je pense que les Box vont encore monter en puissance. Eh bien, place maintenant à un jeu. On accueille Kefa. Bonsoir Kefa. Bonsoir. On est avec Kefa donc et avec Vincent, l'un face à l'autre pour gagner un livre, ce magnifique livre que je remonte à l'écran, Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987, le livre officiel de Philippe Calembrin et de Grégory Lothor. Vous le gagnez dans un instant sur Sud Radio, dans un Qui suis-je ? Qui je suis ? Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Ça, c'est se présenter! C'est un Qui je suis pour gagner donc ce magnifique livre de la Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987. Comment ça va se passer, Kefa et Vincent? Il va falloir trouver le joueur donc qui se cache derrière mes informations, les informations que je vais vous donner l'un face à l'autre. Kefa est un nouveau parmi les auditeurs Sud Radio Rugby. Kefa, tu veux jouer avec Julien Thomas ou avec Philippe Spanghero? Qui va être avec toi? Ah, compliqué de choisir. J'irai Julien Thomas quand même. Julien Thomas donc avec Kefa, Philippe Spanghero avec Vincent. Alors, un duo de corrompus. Ah ouais. Là ça promet, hein, attention. Alors ça va être très simple. Le premier nom que je vais vous donner, seuls les deux auditeurs, Vincent et Kefa, jouent. Pour le deuxième nom, on fera rentrer les consultants. Ça peut être un joueur actuel ou comme un joueur ancien. D'accord ? On commence. Okay. Je suis né le 7 novembre 1998, formé du côté de Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. J'ai continué ma formation du côté de Massy. Macalou. Alors, Philippe Spanghero et Julien Thomas, vous ne jouez pas sur cette première. Ce n'est que pour les auditeurs. Voilà, ils sont terribles. Ah, ok, désolé, j'avais pas compris. Mais ce n'est pas Sekou Macalou. Ah, ça aurait pu. Je suis ensuite parti du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, ce n'est pas ça. Woki. Kamonoki, qui a dit ça? C'est Vincent et moi. C'est Vincent. Alors donc Philippe Spanghero, tu ne devais pas jouer sur cette première proposition. Hein. On revient à notre équipe. Donc c'est quand même un point. Bon, maintenant vous allez jouer ensemble, mais Philippe, c'était que pour les auditeurs. Pardon, excusez-moi. Ah mais il a du mal avec les règles. Ah mais attention, il y a quelque chose à jouer là, Philippe. Il y a un cadre. Hein. Il faut suivre le cadre. Un point. Moi je dis 0-0. Ok, bon, voilà, partie de chauffe. Point. Voilà, partie de chauffe. Bon bah voilà, Philippe, tu viens de perdre un point à Vincent. Bon, il l'avait pas trouvé, ça va. Alors, on continue. Je suis né à Bayonne. Donc là, tout le monde joue. Non, pas les consultants. Je veux les deux auditeurs, pas les consultants. Je suis né à Bayonne avant de commencer ma carrière du côté de Boucau-Tarnos, du stade Boucau-Tarnos, avant d'aller au Biarritz Olympique, puis à Bayonne jusqu'en 2009. Je pars à Auch, dans le Gers, de 2009 à 2012. Je signe non pas au stade Rochelet alors que c'était prévu, mais finalement à la section paloise en 2012 jusqu'en 2016. Depuis 2016, je suis un joueur de l'USAP. Qui je suis? Mathieu Acebes. Mathieu Acebes. Vincent qui a donc le premier point. Mathieu Acebes. Rentrent désormais nos consultants. J'ai commencé ma carrière en Nouvelle-Zélande, avant d'arriver du côté du Stade Niortais en 2008-2009, puis de jouer à La Rochelle en 2009-2012, avant d'aller au Castres Olympique, puis du côté de Toulouse. Je suis ensuite devenu un joueur de l'USAP que j'ai quitté cet été pour Toulouse. Pour revenir à Toulouse. Pioula Facelele, Julien Thomas. C'est un point pour Kefa. Ça fait un partout. Un partout. Allez. Kefa. J'étais sûr. Un partout. Il reste 3 noms. Ah. J'ai commencé ma carrière en Angleterre, à Londres. J'ai joué toute ma carrière aux Wasps. J'ai joué toute ma carrière aux Wasps. Dalaglio, qui a dit ça? C'est Vincent. Exceptionnel. Vincent qui trouve Laurence Dalaglio. J'allais dire 3e ligne. Chapeau. Alors là, chapeau Vincent. 4e nom. J'ai commencé ma carrière à Nîmes où je suis né. En 98-2000. Je fais que des onomatopées. Avant d'aller à Béziers. Puis d'aller à Clermont. Priva. J'ai entendu Priva.
Moi, C'est Julien Thomas en premier. Thomas, donc il le donne à Kefa. Donc ça fait 2-2. Ça fait 2-2. 2-2. Julien Thomas, solide. Hein. Il reste un nom. Un nom à trouver. Et là, c'est quand même le gagnant gagne donc le livre de la Coupe du Monde de rugby depuis 1987. Beau cadeau. Ah, très 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 beau cadeau. Ça va être très difficile. J'ai 25 ans. Bel âge. Je suis 3e ligne. Je ne suis pas international, mais je pourrais le devenir dans ma carrière puisque je suis surveillé, a priori, par le staff de l'équipe de France. J'ai commencé ma carrière en 2009 chez les jeunes au Racing 92. Avant d'aller au CA Brive, Corrèze, Limousin. Je crois que je l'ai. Abadi. Alors là, c'est bravo. Esteban Abadi qui a dit ça. C'est Vincent. Bravo Vincent. Vincent, c'est gagné. Désolé Kefa, mais alors là, c'est très fort. Esteban Abadi. Alors là, très très fort. Esteban Abadi donc qui permet à Vincent Despax de remporter Coupe du Monde de rugby, la rétro depuis 1987. Il y avait un indice en studio. Ah oui. Notre stagiaire Adrien Abadi n'est autre que le frère d'Esteban Abadi. Voilà. Bravo Vincent. Vous avez été très bons quand même tous les deux. Ça s'est joué à 2-2 et Kefa a eu la présence d'esprit de choisir Julien Thomas qui a été extrêmement performant. Et qui lui avait compris la règle. Et oui, Merci. Il y a de la culture rugby là chez nos auditeurs, ça fait plaisir. Il y en a une magnifique culture rugby. Kefa, on te rappellera évidemment, tu vas retenter ta chance. Hein. On te rappellera tu sais, on est en direct toute la semaine à partir de lundi jusqu'au dimanche. Hein. Donc tu auras plein de ballons à gagner. Tiens, on peut vous le dire comme ça. Tous les jours, on fera gagner le ballon officiel de la Coupe du Monde avec le logo Sud Radio. Donc ça va être. Et on va rester un petit peu avec toi, avec toi Kefa pour la chronique de Philippe Spanghero, parce que je suis sûr, on sait que tu animes, tu commandes des matchs de rugby sur Twitch. Tu as un regard averti sur le rugby moderne, sur ce qui se passe en ce moment. Donc on va rester avec toi Kefa. On remercie Vincent, auditeur fidèle de Sud Radio, qui a été franchement sur Esteban Abadi. Je suis sur le cul. On n'a pas eu le temps de finir quoi. C'est Dalaglio. Ah ouais, Dalaglio c'était fort aussi. Dalaglio aussi. Je crois qu'il l'a mérité le livre. As-tu piraté mon ordinateur, Vincent? Parce que là, je suis quand même très inquiet. Non, par contre, est-ce que je peux remercier Philippe déjà pour sa contribution ce soir déterminante, mais aussi le remercier parce que il se permet de le clasher. Grâce à Philippe, j'ai pu m'acheter pas mal de places pour la Coupe du Monde 10. Et en fait, j'ai parié mon livret A sur les pronostics sportifs. En fait, quand Philippe indiquait ses choix, ses résultats, je votais à chaque fois à l'opposé. Ce qui fait que j'avais de bons résultats. Et grâce à toi, merci Philippe, j'ai pu augmenter mon pactole et m'offrir plein de matchs à la Coupe du Monde. C'est magnifique. Bravo Vincent, t'as eu le nez creux. T'as tout compris. D'après Philippe, on rappellera plus jamais Vincent. Voilà. C'est dommage. Là, Vincent, après tout ce qu'on a vécu ensemble, je te trouve dur là. Par contre, Philippe, je serai le 8 septembre dans ton fief pour le match de l'ouverture de la Coupe du Monde. J'aurais une pensée pour toi. Et voilà, merci. Écoute, fais attention que l'accès ne te soit pas refusé. Merci beaucoup Vincent. On continue de parler de rugby dans un instant. On va parler de gros sous avec un tout nouveau jingle pour Philippe Spanghero. À tout de suite. Bienvenue sur Sud Radio. On est ensemble pour parler de rugby avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, avec Quentin Cabanis et vous au 0826 300 300. On est toujours avec notre auditeur Kefa. Tout va bien Kefa, même si il n'y a pas eu de victoire dans le qui je suis d'aujourd'hui Kefa, mais il y a une belle victoire de Castres dont tu es supporter. Donc bon, la journée est quand même belle. J'étais au stade, c'était fou. Ah oui, l'ambiance devait être sympa là. Incroyable. Quand on a vécu une saison dernière aussi compliquée, avoir ce genre de score pour commencer la saison, ça fait du bien. Ah oui, oui, et puis des bonus offensifs, il n'y en a pas tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Castres aussi performant. Place à la chronique de Philippe. C'est un en avant, c'est simple en avant. Ouais. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On a redesigné le jingle de Philippe Spanghero. On a enlevé les parties de chant parce que voilà, Philippe a envie de devenir un peu plus sérieux et justement on a un sujet. Il a mis fin à sa carrière. Il a mis fin à sa carrière de chanteur, c'est vrai. En tout cas, il l'a mis en pause.
pendant quelques temps. Philippe, on a un sujet qui est quand même brûlant et on va en discuter avec Kefa, on va voir ses réactions dans quelques instants. Des loges qui vont coûter à la France pendant la Coupe du Monde de rugby. Comment des loges, des hospitalités vont coûter au lieu de rapporter. Claude Hatché, ex-directeur général du comité d'organisation révoqué pour faute grave, on le rappelle, avait racheté à World Rugby l'exclusivité du programme hospitalité. Ce sont des prestations d'accueil pour les entreprises, salons, loges, restauration, VIP, mais aussi il y a des packs voyages, des recettes sur la centrale de réservation hôtelière. La fédération, dans un élan un peu optimiste, avait acheté ça 82,8 millions d'euros, alors que les concurrents, l'Irlande et l'Afrique du Sud, proposaient une enveloppe entre 27 et 35 millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté ça probablement trop cher, puisque Claude Hatché a fait une offre très au-dessus du marché, dit-on du côté du journal L'Équipe. Le pire scénario en termes de revenus tablait sur un profit de 17 millions à la base. Le scénario moyen était de 43 millions. Ce qui était ciblé, c'était 114 millions. Résultat, 6 ans après, déficit de 10 millions d'euros prévu. On est très loin des expectations, comme on dirait en anglais, Philippe Spanghero, très loin des prévisions. Que s'est-il passé? Quel fiasco! Que s'est-il passé? À minima, beaucoup de légèreté sur les chiffres prévisionnels, parce qu'en plus, ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres de commercialisation sont bons. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas été bon sur la commercialisation. On pourrait se dire peut-être qu'on n'était pas si loin que ça au niveau de la proposition du prix d'achat, mais qu'on s'est troué sur la vente. Et c'est pas du tout ce qui se passe. On est plutôt bon sur la commercialisation. Donc, quand on fait ce constat-là, la raison, c'est que bien sûr, on a payé ces hospitalités beaucoup trop cher. C'est certainement ce qui a fait pencher la balance du côté de World Rugby. Et oui, mais alors après, ça amène une question philosophique. On l'a acheté quelque part de façon légale, bien sûr, puisqu'on a été mieux disant que les concurrents. C'est un marché concurrentiel, mais honnêtement, on a été complètement hors sol à l'époque, puisque les premières discussions à ce sujet datent de 2017, les premières projections financières, et puis comme pour le bénéfice de la Coupe du Monde en elle-même, parce que rappelons qu'on parle de deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle le GIP, qui régit la Coupe du Monde. Groupement d'intérêt. Groupement d'intérêt public, qui est détenu par la Fédération française de rugby. Donc Claude Hatché était le directeur général. Donc Claude Hatché était le directeur général et de façon très symbolique le CNOSF. Et puis ensuite a été créé un GIE, un groupement d'intérêt économique, pour pouvoir porter et donner la garantie financière pour assumer cette offre pour l'achat des hospitalités. Voilà, donc en tous les cas, les mauvaises nouvelles financières s'accumulent un peu. Celle-ci en est vraiment une pas bonne du tout, parce que le signal d'alarme n'a pas du tout été tiré à temps, puisque on sait quand même depuis de longs mois, voire une année maintenant, puisque les hospitalités avaient commencé à être commercialisées, et plutôt bien commercialisées, qu'on était très loin des projections. Donc ça amène une vraie question pour le rugby français, pour la fédération. C'est que il va falloir réussir à capitaliser sur cette Coupe du Monde et aller chercher des revenus. Mais ça va coûter de l'argent. Enfin, cette histoire va coûter de l'argent au rugby français, qui va éponger la dette. Les hospitalités seront très certainement à perte. On a un mini espoir d'arriver quasiment à l'équilibre, avec une très légère perte, mais quasiment à l'équilibre, en fonction du parcours de la France et de l'Angleterre, puisque l'Angleterre est un très gros consommateur d'hospitalité, et il reste pas mal d'hospitalité autour des poules et du parcours sur lequel pourrait être l'Angleterre. Et si jamais l'Angleterre allait très loin, ça permettrait d'éponger un peu le déficit avec le marché anglais. Et puis si la France aussi allait très loin sur la fin, de décanter les dernières hospitalités du parcours de l'équipe de France. Philippe, avant de libérer, j'ai quand même une inquiétude. L'équipe nous dit qu'il y a encore quelques jours, des loges n'étaient pas encore commercialisées pour France-Nouvelle-Zélande et même pour la finale. Est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? Est-ce que, je veux dire, on va pas avoir des loges vides. On sait que, par exemple,
que le comité d'organisation de la Coupe du Monde a même, on pourrait dire, disséminé des places en loge vendues au public sur des sociétés de vente. Enfin, oui, il y a des choses qui ont été organisées un peu dans l'urgence pour essayer de finaliser cette commercialisation. Donc, je le disais, le début de la commercialisation a été bon et globalement, la commercialisation a été bonne. Mais après, on est sur des prix qui sont quand même très élevés. Donc, les entreprises qui en avaient les moyens et l'envie se sont positionnées très tôt. Mais c'est vrai qu'il reste quelques produits à vendre. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, une loge au Stade de France, le prix par personne pour le package finale, petite finale, c'est aux alentours de 8-9 000 euros. Ah, par personne? Par place. Ah oui, donc on est quand même là sur un marché qui est un petit marché. Et donc, en effet, par contre, si la France va très loin et que l'engouement continue à se développer, peu importe le prix, les gens voudront être là pour voir les Bleus. Donc voilà ce qu'on peut, les petits signaux positifs sur lesquels il faut tabler. Mais oui, c'est une mauvaise nouvelle et moi je le répète, on est très très loin de ce qu'aurait dû produire cette Coupe du Monde. Alors on n'est plus, le débat c'est plus de chercher les responsabilités, c'est de faire le constat, de se dire que au départ, il devait y avoir 200 millions de bénéfices dans le GIP, et puis après, ça a été revu à 80, et puis finalement, c'est 40. Les hospitalités devaient gagner 100 millions, et puis après, c'était 40. Et puis, le pire cas qui était évoqué, qui était vraiment un scénario catastrophe, c'était 17 millions de bénéfices, et puis potentiellement, ça va en perdre 10. Donc, enfin, on est quand même sur des échelles de valeur qui pose question. Donc maintenant, il faut croiser les doigts pour que les Bleus soient au rendez-vous et que l'engouement se développe et qu'on retrouve des licenciés et qu'on surfe là-dessus et qu'on capitalise en marketing, en merchandising sur cette marque du 15 de France pour repérenniser le rugby français économiquement dans les années qui arrivent. Merci beaucoup Philippe, on doit te libérer, tu as d'autres obligations ensuite, mais on en parle avec Kefa, notre auditeur Sud Radio Rugby. Merci messieurs. Merci, bonne soirée à toi Philippe. Kefa qui nous suit sur Twitch, voilà, parce que tu viens de commenter, c'est lunaire, c'est vrai qu'on arrive, la situation est hallucinante, on a une Coupe du Monde intégralement en France et on va pas pouvoir capitaliser totalement dessus, les baisses des prévisions font froid dans le dos quand même, Kefa. Non, mais ça fait peur, parce que finalement, on organise, on fait des prévisions de chiffres qui ont l'air complètement lunaires, complètement à côté de la plaque, parce qu'au final, la réalité, elle est très loin de ça, quoi. On achète 86 millions, on a acheté ça. Ouais, 82,8 millions, alors que l'Irlande et l'Afrique du Sud proposaient une enveloppe comprise entre 27 et 35. Ah, ça va. Tu m'étonnes que tu l'aies acheté. Ah oui. Le gars, il a jeté une pièce, il a regardé le sens du vent, il a demandé un chaman. Je veux dire, à quel moment tu dis, bon, 82 millions, il a acheté la Coupe du Monde. Beaucoup plus que tout le monde. C'est quoi? Il voulait acheter quoi? La Coupe du Monde. Non, mais c'est fou. Non, c'est fou. On vient de finir un exercice où on est à peine à la balance, à l'équilibre sur les comptes. Et là, on se refout un peu dans la merde. Parce que c'est bien de dire, on va espérer que la France, si machin, si truc, et qu'au final, on s'en remet à des facteurs dont on n'a pas les clés en main, quoi. Non, mais c'est fou. Et Philippe nous envoie un petit complément d'information. Par rapport à 2007, on était co-organisateur de la Coupe du Monde. Là, on a un budget global qui est 3 fois supérieur et pourtant on va gagner moins d'argent. Donc c'est quand même absolument terrible, parce que quand on parle de gain d'argent, c'est pas pour que les gens se les mettent dans les poches, Julien Thomas et Kefa. Non, oui, c'est pour que ça ruisselle sur le rugby amateur, pour qu'il y ait un élan, comme il y en a eu en 2007 sur les licences. Il s'est passé des choses en 2007, mais là en 2023, il va se passer quoi du coup, Julien Thomas? Qu'est-ce qui va rester au club amateur? Mais c'est ça, c'est que les prévisions n'ont pas été faites correctement, et surtout quand tu fais une offre et que tu mets 80 millions, 82 millions, c'est normal que tu récoltes et que tu récupères cette compétition. Quand tu vois à côté l'Irlande ou l'Afrique du Sud qui en met 30 millions, en gros 25-30 millions, tu m'as dit Alexandre, entre 27 et 35 pour l'Irlande et l'Afrique du Sud. 35. Et que toi tu en mets 80, forcément tu la récupères. Par contre, après il faut avoir les retombées. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a ce sujet, le sujet aussi contre l'Australie.
qui était auparavant juste le dernier match, où il y a eu petit imbroglio du dernière minute quand même. Donc tous ces problèmes financiers et peut-être d'autres qui sont enterrés, attention quand même. Il y en a d'autres. Ah oui, il y en a, mais c'est vrai qu'on n'est pas au premier sujet. Alors cette gouvernance est passée quand même, Kefa, mais on va payer les pots cassés pendant un petit moment quand même le rugby français. On se pose la question comment s'est passé le changement, quoi. Je veux dire, il y a eu un changement de président. J'ai l'impression que les infos n'ont pas été passées. Je sais pas, il n'y a pas eu de petite note, il n'y a rien eu, quoi. Je veux dire, il y a des cadavres dans les placards, quoi. Ouais, non, mais toi, Kefa, je sais pas si tu es un rugbyman amateur ou si tu suis des clubs amateurs dans le Tarn. Mais enfin, là, quand même, cet argent-là, il va pas aller au club amateur. C'est rageant. Quand on sait l'économie tellement dure pour un club amateur d'arriver à un certain équilibre, tout le boulot des joueurs, des bénévoles autour, des gars qui se tuent pour bosser, pour que leur club puisse juste vivre, quoi. Et on leur dit, non, finalement, il y a encore une décision qui vient de là-haut, qui n'a pas été bonne, et c'est d'argent, vous n'en verrez pas la couleur. Je pense que tu peux être dégoûté, quoi. Non, mais puis ça ruisselle partout, puis c'est parfois visible. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des gars adorables du côté de Voisin, le Bretonneux, chez un ami qui s'appelle Émeric. Un terrain de rugby, un terrain de foot. Le terrain de rugby, il est pas tondu. Le terrain de foot, il est tondu parfaitement. Et ce terrain de rugby, en fait, c'est bientôt plus être un terrain de rugby parce que bientôt c'est un cimetière. Mais le terrain de foot restera nickel. Non, mais voilà, c'est une Coupe du Monde de rugby. On n'est plus en mesure de capitaliser là-dessus. Et c'est quand même bien dommage. Le mot de la fin pour toi, Kefa, quand même. Bon, on a quand même des choses positives. On est maintenant à moins d'une semaine d'une Coupe du Monde. Ça commence à vibrer chez toi, supporter français ou pas, là? Je mens pas que plus les jours avancent, là, on a la petite deadline sur le calendrier, on regarde. C'est très très chaud, là, quand même. Ouais, on a hâte. Un mélange de stress et d'envie, quoi. Oui, quelle envie on a, c'est vrai que c'est fou. Merci Kefa d'avoir été avec nous. Tu vas retenter ta chance évidemment pour former une bonne équipe. Mais ouais, et tu rechoisiras Julien Thomas, j'espère. Bien sûr. Allez, voilà. Avec plaisir. Et merci aussi de nous suivre sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On sait que voilà, tu fais partie de ceux qui nous suivent. Tout à l'heure, tu exprimais que sur les blessures, c'était multifactoriel. Trop de matchs. Je souligne ce que tu as dit. Ah, mais il était d'accord avec moi sur le fait qu'il y ait trop de matchs, donc moi ça me va. Oui. Donc il a le droit de revenir. Voilà, on reviendra vers toi, Kefa, et bravo à Vincent pour ce magnifique je suis. Il était très très fort. Il est extrêmement fort. On passe à la Pro D2. Quant à Cabanis, on va rappeler les résultats donc de cette troisième journée de Pro D2 avec hier on parlait de vibrer. Alors, on a vibré incroyablement. J'ai l'impression qu'avec la Pro D2 on n'est jamais déçu. Ça avait démarré dès jeudi avec le succès d'Aix-en-Provence face à Nevers sur le score fleuve de 37-34, match de dingue. Et puis hier ça a continué avec Dax qui a battu Grenoble 28-23, succès de Valence Roman face à Colomiers 26-22, Vannes a battu Aurillac à l'extérieur 19-9, succès de Béziers face à Rouen 22-21, Biarritz a battu 23-18 Soyons Angoulême, et puis Agen s'est imposé face à Mont-de-Marsan 20-17. Enfin Montauban a battu Brive dans un match avec du suspense 34-28. On prend justement la direction du Tarn-et-Garonne, rejoindre Pierre-Philippe Lafont. Bonsoir entraîneur, bonsoir coach. Bonsoir. Entraîneur de Montauban, 3e au classement. Montauban, quel match hier face à Brive. On avait déjà énormément vibré lors du ex-Nevers de jeudi soir. Vous avez remis ça hier avec ce Montauban-Brive 34-28. C'est un vrai test pour cette équipe, pour votre équipe de Sapiac, Pierre-Philippe Lafont. Test réussi. Oui. Tout à fait, oui. Recevoir l'équipe qui descend de top 14 et qui a l'ambition d'y remonter de suite. Voilà, de suite, tu sais où tu en es, tu sais à quel niveau tu te situes, et si tu réponds pas à présent, tu peux prendre une rouste à la maison. Donc, très content d'avoir répondu, que les garçons aient fait un bon match, et surtout, vu le scénario, vu le contexte, voilà, ça va plus loin que le simple résultat. Justement, qui est dans le carnet de notes là de Pierre-Philippe Lafont, entraîneur de Montauban. Qu'est-ce qui a été noté là? Est-ce que au-delà du résultat, justement, il y a des choses qui sont validées, il y a des choses aussi qui sont précieuses là pour préparer la suite de la saison? Oui, l'état d'esprit, se retrouver à 14 contre 15. Suite au rouge de Quentin 8. Tout à fait, jouer 30 minutes en infériorité numérique et en plus être mené au score, revenir, repasser devant.
garder le résultat, s'accrocher, défendre sa ligne et gagner le match. Dans la construction d'un groupe, d'une équipe, c'est capital, c'est primordial. Ouais, c'est des moments qui marquent la saison, qui sont fondateurs et bâtisseurs pour un groupe. Ouais. On est avec Julien Thomas, notre consultant Sud Radio Rugby. Je pense que vous connaissez. Salut Pépé. Oui. Je crois que vous connaissez. On s'est ensemble. Donc, exactement. Ça me fait plaisir. Ça, j'ai pas eu Jules, mais ça me fait plaisir de t'entendre et de t'avoir. Oui, de même. J'ai suivi le début de saison de ton équipe avec 2 réceptions sur 3. Donc déjà d'assurer à la maison, comme tu disais. Mais les objectifs, c'est aussi d'aller chercher des points à l'extérieur. Forcément pour se mettre au mieux dans le classement. La saison passée, il y avait eu parfois quand même ce petit côté match extérieur qui était défaillant et après ça mettait de la pression à domicile. Comment tu vois ton équipe cette année par rapport à tout ça? Ouais, l'idée, nouvelle saison, nouvelles ambitions, nouveaux projets. Voilà, donc l'idée c'est de bien figurer à l'extérieur. Donc la Pro D2 est hyper concurrentielle, vous en avez parlé en préambule, il y a de nombreuses équipes qui produisent du beau jeu, qui sont compétitives. Donc l'idée c'est d'arriver à chaque sortie, d'être présent, d'être au rendez-vous. La semaine dernière à Nevers, on est au score pendant 50 minutes et ensuite notre indiscipline, notre mauvaise conquête en touche et notre apport pas suffisamment puissant du banc, c'est que on perd le match. Mais l'idée c'est ça, c'est d'exister à chaque sortie, à chaque match, et puis après le scénario du match. Voilà, si on tombe sur une équipe qui remet forme, ou nous, en grande forme, si on a de la réussite, voilà, il y a plein de choses qui font que on peut gagner ou pas un match à l'extérieur. Mais l'idée, ça sera à Vannes la semaine prochaine, ça promet déjà. Tout à fait. Ça va être aussi un bon test. Vannes est invaincu. C'est une valeur sûre de la Pro D2. 3 victoires en 3 matchs, 2 victoires à l'extérieur. Donc oui, on sait que ça va être compliqué, que ça va être piquant. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on va y aller pour faire un bon match, répondre présent. Capitaliser sur notre victoire de Brive, continuer à montrer cet état d'esprit, et puis après on verra comment ça se déroule, comment ça se passe. Mais c'est sûr que c'est toujours important, même de ramener un bonus def, ou match nul et encore mieux une victoire, mais c'est toujours important de montrer un beau visage en déplacement. On est avec Antoine Mazère, notre commentateur qui commentait justement hier ce match entre Montauban et Brive. Bonsoir Antoine. Bonsoir coach. C'était un sacré montagne russe ce match. On a vibré sur Sud Radio. Il y a quand même pas mal d'enseignements. On en a commencé à en discuter, mais il y a quand même 2 joueurs de votre équipe qui m'ont assez interpellé hier. Et pourtant ils sont un petit peu opposés. Pourtant aussi ils sont tellement complémentaires. C'était Jérôme Bosviel déjà qui fêtait sa 250e hier en Pro D2. Quel match il a sorti, et associé à lui il y avait Alexis Bernadet qui a marqué un essai assez incroyable. Cette charnière entre jeunesse et expérience, c'est pas le meilleur mariage possible, et avec un Jonathan Bosviel qui est incroyable depuis le début de saison. Jérôme Bosviel. Ouais, tout à fait, non. Oui, écoutez. Et c'est ce que j'allais te dire, Pépé. Est-ce que ce serait pas après une dépendance Jérôme Bosviel aussi? Alors, on a la chance du jeu au pied, tout ça. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir dans l'effectif 2 autres très bons ouvreurs, Thomas Fortunel et Tedo Abzabadze, qui est actuellement avec la Géorgie, qui va faire la Coupe du Monde. Donc, sur le poste d'ouverture, on est couvert, et à la mêlée, on a la chance d'avoir aussi Johan Cotin et Sean Venter. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être riche. C'est costaud, à ces postes. Donc, d'avoir des profils différents, d'avoir des super garçons. Donc, non, on a la chance. Bon, après, vous savez, on n'est pas à l'abri de cascades de blessures, et tu t'en sais bien fourni, et à la fin, t'es démuni. Mais sur la ligne de départ, c'est sûr qu'on a des profils très intéressants, très complémentaires, des garçons qui sont vraiment des forces pour l'équipe, qui amènent de la complémentarité, qui sont des gros compétiteurs. Donc non, c'est super, notre charnière, et à juste titre, tu l'as souligné, a fait un très bon match hier, et vraiment à concrétiser le travail de l'équipe. Ouais. Aux alentours de la 60e minute de jeu, il y a Quentin Witt qui prend ce carton rouge alors qu'il vient juste de rentrer en jeu. S'ensuit quelques minutes où Montauban va faire quelques fautes, et notamment Brive va repasser devant. À ce moment-là, on pense que Brive a fait le plus dur, et ça y est, va s'imposer à Sapiac. Quels ont été les mots, ou quels ont été les messages transmis au bord de la pelouse pour repartir de l'avant et aller s'imposer et montrer un tout autre visage? Parce que les 5 minutes après le carton rouge, ça a été quand même assez inquiétant, non? Oui, mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué en début de saison. On a posé des bases. Le match il s'arrête à la 80e quand l'arbitre y siffle. Jusqu'à la 80e, on doit se battre. Peu importe ce qui se passe, le scénario, oui, quand tu as pris un rouge,
il y a eu arbitrage vidéo, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'est retrouvé à 14. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? L'arbitre n'a pas sifflé, il reste 30 minutes à jouer, on joue. Donc ça, c'est le groupe qui l'a décidé, c'est le groupe qui l'a voulu. Voilà, on baisse pas les bras, on n'abandonne jamais. Ensuite, on a fait quelques ajustements techniques. On a sorti un ailier, on a voulu rester à 8 devant. On a fait rentrer un deuxième ligne. Et puis les joueurs ont repris les commandes du match, sont repartis de l'avant et ensuite on fait preuve de grande maîtrise. Je prendrais le drop de Jérôme alors qu'on est à 14, on a une possession dans le camp adverse, on s'affole pas. On tient le ballon, on enchaîne les temps de jeu, on met Jérôme en position, on arrive à dropper, il arrive à dropper, donc bravo garçons, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait. Julien, tu voulais reposer une question? Oui, non, Pépé, par rapport un petit peu dans l'évolution de ton équipe, les ambitions. Bon, forcément, quand tu as un groupe et que c'est forcément d'aller chercher l'excellence, quand t'es coach, je comprends tout à fait. Est-ce que tu as tu penses avoir l'équipe pour pouvoir monter? T'as l'équipe et t'as le club au niveau budget pour pouvoir produire et construire? Peut-être si tu montes, tu vas chercher quoi? Alors, tu vois, l'année dernière, il y a eu malheureusement des grandes ambitions, des grands effets d'annonce qui ont produit une saison dramatique. On s'est sauvé à la 29e journée, on a fini 13e. Donc non, on n'est pas du tout reparti sur ça. Nous, ce qu'on veut, c'est performer à chaque match. J'en ai parlé. On va aller à Vannes, on veut faire une performance, faire un bon match. Peu importe qu'on ait la chance de jouer à Saint-Pierre devant notre public ou de jouer à l'extérieur, on veut performer. Et la Pro D2, c'est un marathon, c'est 30 matchs, c'est 10 mois de compétition. On verra où on en est à la fin de la saison. Mais performer, si on performe, on sera payé, on sera récompensé. Mais il y a beaucoup d'équipes, de bonnes équipes. Il va falloir traverser ces 30 matchs et on verra où on en est. Oui, parce que Pierre-Philippe Lafont, quand même, là je parle vraiment au coach. La saison dernière, il y a de quoi douter quand même. Pour Montauban qui a un joli budget, qui vit une saison très difficile. La descente était à un moment très très proche pour le club Tarn-et-Garonnaise, qui à un moment où vous vous êtes dit bon bah le navire il est peut-être pas pour moi. Est-ce qu'il faut pas que je m'en aille? Et voilà, j'imagine quand même que vous avez dû passer par une série de questions sur votre implication à l'USM ou pas du tout? Alors, j'ai pas commencé la saison 2022-2023. J'étais nommé au soir de la 9e journée. Exact. Donc malheureusement, l'équipe était dernière du classement et on a bataillé. Donc comme je l'ai dit, jusqu'à la 29e pour se maintenir. Ça a été très dur. Ce que je peux vous garantir, c'est que quand tu as vu la mort, t'as pas envie de la revoir. Donc oui, on a vécu des moments très difficiles. On est passé pas loin de la descente et qui aurait de lourdes conséquences. Donc on est tous conscients de ça. Et c'est des situations et des moments très difficiles qu'on n'a surtout pas envie de revivre. Donc c'est encore une autre source de motivation qui fait qu'on a envie de performer, d'être bon et de gagner des matchs. Merci beaucoup Pierre-Philippe Lafont d'avoir été avec nous sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et on souhaite bonne chance évidemment à Montauban pour cette saison de Pro D2. Vous savez, on diffuse absolument tous les matchs de Pro D2 sur Sud Radio. C'est plus de 600 heures de direct et on aura le temps de se reparler à l'antenne avec grand plaisir. Et déjà, ça commencera la semaine prochaine avec Vannes Montauban. Merci Pierre-Philippe. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Bonne continuation, je vous la bise. Prends soin de toi. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt à Sud Radio. Merci beaucoup Pierre-Philippe. On repasse vers le top 14.